Bonjour et bienvenue dans Retour de séance. Bonjour Jérémy. Bonjour Clément. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, parce qu'on va faire l'épisode hors série de Noël. C'est ça, l'épisode de fin d'année. Alors pour cet épisode un petit peu spécial, on va pas débriefer d'un film en particulier. On a décidé de demander à des amis, un petit peu cinéphiles, passionnés de séries, de cinéma, de nous poser des questions. Donc ces questions, on les connaît pas encore. Elles ont été écrites sur des petits papiers qu'on va tirer un peu au hasard. Et ça servira à alimenter le débat et à faire une émission un petit peu chill de fin d'année. Eh ben écoute Clément, maintenant qu'on a expliqué le concept, je te propose de Poser les bases. de tirer une question au hasard. Eh ben allez, Je t'en prie, c'est parti, c'est moi. dans ce magnifique tupperware. Première question, et non des moindres, peut-on ou doit-on sauver le soldat Marvel? La question est bien écrite. En Là tout c'est une cas. question très bien écrite. Celle-là Wow. va faire un bon débat entre nous deux, je crois. Ouais. Sur ce thème déjà, on peut commencer sur le fait que moi, à titre personnel, je ne suis pas un... T'as quitté le navire J'ai déjà. quitté le navire il y a quelques années. Moi je m'accroche difficilement. Bon bah ouais, moi je suis hyper fan, c'est sûr. Après, c'est sûr que ces dernières années c'est compliqué, mais on le savait aussi. Je trouve que on savait que Endgame allait être le point final à une grosse période. Ça représente tellement de films que bah ouais, c'est difficile de rester dans le navire, comme on a dit tout à l'heure. Depuis Endgame, bah c'est compliqué. En survol, il y a eu... Non mais on va pas faire le... Bah non, on va pas faire la liste de tout ce qui s'est mal passé, mais oui, il y a des hauts et des très bas. Alors après, faut-il le sauver? Je pense qu'en fait, on va pas vraiment avoir le choix. Avec cet engrenage série-film, de toute façon, ça va continuer. Ça m'étonnerait que ça s'arrête. Y a pas de raison que ça s'arrête, à mon avis. Malgré les hyper bas qu'il y a eu ces derniers mois, ils sont toujours là. Il y a des fois des bonnes surprises. Je pense à la dernière saison de Loki, notamment, que j'ai vraiment, vraiment aimé, que j'ai trouvé même encore meilleur que la première. Le dernier en date, à l'heure où on parle, c'était The Marvels. Bon, on va pas faire On le en débat dira de pas ce plus. film-là maintenant. Voilà, après, et on n'est peut-être pas à l'abri de bonnes surprises à l'avenir, j'en sais rien, je sais pas. Toi t'y crois plus, je le vois, je le vois dans ton regard. Je pense que, alors, à titre vraiment personnel, hein, cet épisode sera vraiment des avis à titre personnel, hein, comme toujours, mais Bah ouais. moi je pense que dans l'état actuel des choses, le rythme qui est imposé par, je veux dire Disney, le rythme série, film, série, film, je pense que dans l'état ça peut pas durer. Moi. Le point culminant on l'a passé, on est dans la descente et je pense que le bateau a déjà pris l'eau là. C'est possible. Dans l'état actuel des choses c'est mort et s'il continue à ce rythme là je pense qu'ils vont vraiment le tuer le truc. Les gens sont déjà en train de se barrer, tout le monde dit oh non c'est de moins en moins bien, bon voilà. J'ai l'impression qu'on voit clairement que ils arrivent plus à tenir le rythme, plus tenir le rythme d'écriture, plus faire des choses cohérentes à ce rythme-là en fait. Ça va trop vite. Même Ouais. eux ils sont dépassés, j'ai l'impression. Ils continuent à faire des trucs narratifs sur plein de choses, il y a pas de souci, mais pas avec ce rythme. S'ils sortiraient un film par an, une série de temps en temps, je pense que ça pourrait être plus cohérent. Ça aurait peut-être mérité une grosse pause après Endgame. Ils ont réussi en plus le pari. Bah oui. Parce que le pari était audacieux, Ah donc. bah là où d'autres n'ont pas réussi, ouais. Non mais quand on regarde le nombre de films, quand même, c'est le défi, il est compliqué. Hein. Ah bah oui, mais c'était casse-gueule, on va dire. C'était casse-gueule et bon, au final, pour le moment, c'est les seuls à y être arrivés. Bah après, moi, vraiment, Marvel, j'ai plus trop d'affect parce que j'ai quitté le truc bien avant, bah, même avant Infinity War. Ça m'avait saoulé. Je me souviens, j'étais à fond dans les premiers Iron Man parce que c'était nouveau, c'était frais. Il y avait ce côté humour qui sortait de nulle part Ouais. et c'était sympa. Et puis c'était vraiment l'avènement des super-héros parce qu'en fait, avant, à part la trilogie Spider-Man qui tenait le pavé. Et encore, elle a dérapé sur la fin. Oui. Mais et encore, il y a aussi les Batman de Nolan, mais qui sont arrivés même en même temps, si je dis pas de conneries. C'était nouveau, c'était cool, c'était bien, c'était des blockbusters vraiment très popcorn, ça se bouffait comme ça. Et en plus, à cette époque, il y avait un truc d'assez honnête, c'est que si on ratait un film, on pouvait voir les autres. C'était pas non plus fou. Enfin, on n'avait pas un manque à gagner, quoi. Là maintenant, on a des films qui rattachent directement après des séries, ça devient compliqué quoi. Et puis des fois, on se force un peu à aller les voir juste pour être au courant de ce qui se passe et de pas être largué pour celui d'après. Exactement. Et finalement, on a l'impression, des fois, c'est une corvée, quoi. Bah c'est ça, on fait ses devoirs quoi, littéralement. Et ça c'est un peu compliqué je trouve. Je sais que je voulais finir les Avengers. Je me suis dit bon, je vais quand même en regarder 2-3 avant de tomber là-dedans. Bah ouais, j'ai fait mes devoirs. Hein. Puis même en faisant ça, il y a des trucs que j'avais pas trop compris. Et ce côté
C'est même plus du fan service, Mm. c'est ouais, du storytelling, genre t'as raté ça, bah ouais, mais non, le personnage il était développé là, clac clac clac. Ouais, moi ça m'a saoulé, Moi, je comprends complètement clairement, qu'on quitte le et navire. je pense qu'on va pas dans le bon sens en faisant ça en fait. C'est très bien de faire un truc pour les fans, pour les gens hyper assidus qui veulent ce lore, y a pas de problème, on le fait. Mais le problème c'est qu'on appuie beaucoup dessus dans les films et on s'appuie clairement sur des trucs qui sont secondaires. Ouais, non, mais. Perso, j'en peux plus. Alors je regarde par curiosité deux, trois fois des trucs, mais il y a des trucs quand même, en plus des héros à lesquels je suis attaché, il y a pas de souci. Hein. Enfin, je sais qu'il y a des choses comme Ant-Man qui ont été un peu Bâché, ouais. bâchées. Moi, j'avais adoré. C'était vraiment décalé par rapport au reste. On est des super-héros. Enfin, c'est super-héros un peu de merde. Je me souviens de la scène avec Hulk dans le 2 où il dit moi je suis Ant-Man, tout le monde le regarde. Ouais. Ouais, mais ça sort vachement là-dessus, même dans le dernier encore. Et je trouve ça frais en fait, je trouve ça bien. Après le reste, moi, les Non, derniers puis- Thor par exemple, Voilà, ah non, bah Bon. alors là, bon, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. c'est trop facile. Mais non, mais après, quand on n'est plus dedans, faut simplement plus y regarder. Moi, je sais qu'avec Star Wars, j'ai fait mon deuil et je ne regarde plus, et voilà, enfin, ça sert à rien de se forcer. Tu le vis bien. Non, mais c'est vrai, ça sert à rien de se forcer et d'aller faire une corvée. Bah, c'est ça, Si ouais. on n'a plus envie, on n'a plus envie. On quoi. reste comme dans du divertissement. Ouais. Il y a un moment, Ouais. voilà. Après, l'univers, il essaye quand même de se diversifier dans plusieurs choses. Enfin, je pense notamment, alors, qui s'est fait ultra bâcher, mais je pense à She-Hulk. En tout cas, il y avait un parti pris. C'était assez particulier de vouloir faire une. Voilà, c'est humoristique, ça, c'est pas nouveau dans l'univers Marvel. Mais cette espèce de. Alors, on va dire hommage, mais ce côté un petit peu Ali McBeal, ce truc un petit peu plus adulte dans les vannes et dans la façon de faire. Alors, c'est un parti pris. Ça a été détesté, la CGI est pourrie. Bon, voilà, c'est une chose. Mais en tout Quelques cas, défauts. bon, c'était différent de ce qu'on nous avait proposé jusqu'à maintenant. Et je trouve que c'est peut-être là-dedans où j'aime encore regarder, par curiosité. De voir jusqu'où ils peuvent aller dans ces trucs-là, en fait. Bah, il y a quand même, oui, voilà, il y a quand même encore des bonnes. Je pense qu'il y a encore des bonnes idées, hein. Il y a pas de souci, mais le problème, elles sont noyées dans la masse. Je pense à, bah, alors, je l'ai vu très récemment, mais WandaVision, Alors, moi, j'ai adoré. qui pour moi, c'est vraiment génial, en plus d'avoir pris ce parti de faire de copier des sitcoms américaines, franchement, et en plus d'expliquer le deuil sans en parler. Je trouve ça vraiment. Alors, dans les premiers épisodes, parce qu'à la fin, bon, on est. Notamment le dernier épisode, on est clairement dans un Marvel des plus classiques. Oui. Mais dans les premiers épisodes, tout est suggéré, c'est très bien filmé. C'est vraiment dans l'hommage. Et oui, c'était clairement une bonne idée. C'était un parti pris fou. D'ailleurs, c'est étonnant pour on va dire, une grosse machine comme Marvel de prendre ce parti pris. Mais c'était intéressant, je trouve, quand même. Et ils auraient pu faire tout ça sans faire les hommages aux vieilles séries, à d'autres séries, dont Malcolm, forcément. On est fan. Et ça aurait pu ne pas exister, ça. La série se serait tenue sans ça. Mais le travail qu'il y a eu dans cette série, c'est juste un truc de malade, quoi. Et encore plus, pour les fans de Marvel, de l'univers étendu et compagnie, il y a eu des choses là-dedans. Marvel, on en reste là? On en reste là. Bien, Jérémy, à ton tour. Je te laisse piocher les questions. Alors, je suis tombé sur la question piège. Je pense qu'il y en a qu'une. On va voir. Donc, la question piège. Quel pays produit le plus de films par an? Oh. Ah, c'est une question de culture générale. Dur. On avait interdit ça dans le truc. dans le cahier des charges. Ce jeu des 1000 euros sur un France Inter. Question bleue. Ça doit être l'Inde. Non? Je dirais que c'est l'Inde. Alors, je sais pas. Moi, j'aurais dit ça comme ça. C'est vrai mais- qu'il y a 3 pays qui me viennent en tête, c'est je dirais les États-Unis, mais je suis pas sûr que ce soit eux. Ah, mais je pense que je justement, pense que c'est la l'Inde question piège. ou la Chine, je dirais. Ouais, moi, j'aurais dit l'Inde comme ça. Mais ouais, On va laisser comme ça et on va pas regarder la réponse. Comme ça, si on a faux, on passera pour des benets. Et c'est ça. Oh les cons. Et c'est ce qu'on est. Donc, bienvenue. Eh ben écoute, à toi. Eh ben, Moi, je allez, suis tombé c'est direct sur la parti. question piège. Alors, une bonne question. Alors, existe-t-il un film que vous détestez alors que vous savez qu'il est très bon? Et inversement, un film adoré alors que tout le monde sait qu'il est très mauvais? Excellent. Très bonne question. C'est pas évident comme question. Pas Alors, du tout. les films que beaucoup de gens adorent et que, en général, je déteste, mais je pense j'en ai déjà parlé, bah, c'est les films de Nolan. Et souvent, alors, le dernier exemple que j'ai en date, c'est Le Prestige. Et c'est marrant parce que Nolan, en plus, je lâche pas l'affaire. J'essaie de me faire conseiller, mais toi, t'es fan quand même. Bah, j'aime beaucoup, oui. Et comme beaucoup de personnes de mon entourage, à chaque fois, on me conseille, on me dit « Ah ouais, mais alors attends, peut-être que t'aimes pas parce que t'as pas vu celui-là, donc regarde celui-là. » Ah bah ok, je regarde. Et à chaque fois, ça marche pas. Et le dernier en date, c'est Le Prestige, qu'on m'a vendu, mais beaucoup trop, je sais pas. Et quand j'ai regardé, j'ai fini ce film, j'ai dit « Mais c'était nul, quoi !» Donc ouais, je sais que je veux pas me faire des amis avec ça, mais c'est souvent l'exemple du film que tout le monde adore et que je reste devant et je me dis « Mais
Bah, ouais, ok. Le grand spectacle où on me vend un truc, ouais, non. Alors si, j'ai bien aimé Oppenheimer au final, le dernier, j'ai bien aimé. Mais alors le reste, bon, voilà. À toi? Eh ben alors, le film que je déteste et que tout le monde dit qu'il est très bon. Alors, je vais pas dire que non plus c'est des chefs-d'œuvre, mais je pense notamment aux deux derniers Avengers, Infinity War et Endgame. Alors moi, c'est un moment où j'avais raté le bateau. En fait, j'étais clairement plus déjà dans Marvel. Et j'ai vu l'engouement des gens, j'ai vu les gens se presser en salle, j'ai vu des gens aller le voir 4 fois au cinéma, j'ai vu des avant-premières bondées, les gens qui étaient comme des dingues, qui sautaient de partout. Et tout le monde m'a dit, même si t'aimes pas les Marvel, faut regarder ceux-là, ils sont très bien, nanani, nanana. Et quand je les ai vus, je suis littéralement resté à côté. Les enjeux me sont passés au-dessus. Il y a des choses que j'ai trouvées mal faites au final. Alors peut-être qu'on me l'a trop vendu. Clairement, je parle pas d'un classique parce que généralement je suis toujours assez d'accord quand la critique est bonne, parce que bon, je trouve que c'est fondé. Là-dessus, il y avait tout le monde qui disait oh, c'est le film de super-héros ultime. Et je suis passé, mais à des années-lumière. Clairement, Ah, mais ça arrive, hein. On ça a m'a pas chacun touché. Et peut-être encore, comme tu l'as dit, hein, c'est peut-être un élément de réponse, peut-être qu'on me l'avait vachement vendu, et que, ou alors du moins tout ce qui s'était passé autour, ça m'avait créé une sorte d'attente. Ça, c'était pas, les attentes n'étaient pas là. Alors après, bon, les films que les gens ont détestés, qu'on adore, c'est compliqué ça, hein. Oui, alors là, je t'avoue que j'ai pas d'exemple. Alors, des films qui se sont fait bâcher et que quand je les ai regardés, j'ai fait ouais, bon, c'est pas pire qu'un autre. Il y en a. Alors, le dernier que j'ai en tête, alors c'est encore un Marvel, on va être chiant, mais c'est Ant-Man 3 qui s'est absolument fait démolir en mode ouah, c'est le pire film de tous les temps. Il y en a eu des pires, hein. Non, mais même au sein de Marvel, je trouve qu'il y en a eu des pires. J'ai regardé ça, j'ai fait ouais, bof. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Alors, c'est pas un exemple de adoré, hein, je vais pas aller jusque-là. J'ai rien qui me vient en film que j'adore regarder et qui est considéré comme une bouse, quoi. J'ai rien qui me vient en tête. Peut-être qu'au fil de l'émission, je vais y repenser, ça me viendra. On reviendra dessus plus tard. T'en as un, toi? J'en ai un, ouais. Alors, c'est pareil, c'est pas hyper clivant. Genre, tout le monde dit que c'est de la grosse merde, et moi, je suis comme un dingue, j'y regarde tous les jours. Mais récemment, j'ai vu le film The Creator, Oula. un film de SF. Alors, ouais, non, c'est un gros débat, hein, mais le film a certes beaucoup de défauts. J'ai eu des critiques de tous les côtés. Il y a des gens qui ont adoré, comme moi. Je pense qu'on s'est fait on s'est fait emmener par d'autres choses. Globalement, il s'est quand même pas fait hyper bien accueillir. C'est un film qui est très beau, mais qui a de grosses lacunes niveau notamment écriture, je pense, dans le scénario et sur la fin. J'ai l'impression qu'on ne savait plus trop quoi faire dans C'est l'histoire. ça. Ils sont tombés dans des travers. Ça pourrait être un film d'action lambda. Moi, ce film, il m'a quand même transporté parce que du coup, j'étais dans un univers de SF qui était hyper bien branlé. Un univers original en plus. C'était pas une suite de, c'était pas un Star Wars, c'était pas un truc. C'était pas une grosse franchise qui sortait de nulle part. Et moi, je me suis fait emmener tant par l'ambiance sonore que visuelle. Je me suis vraiment fait emporter par le film. Alors, je l'ai vu au cinéma, c'était 2 jours après la sortie. Ça m'a vraiment transporté. Ça, il faudrait que je le revoie, mais en tout cas, quand je suis sorti du cinéma, j'étais vraiment heureux d'avoir vu un film comme ça. Et après, j'ai vu les critiques. Je suis pas contre les critiques, je comprends ce qu'elles disent. Enfin, quand on dit que le scénario, des fois, il est un peu. C'est fait à la truelle, hein, clairement. J'arrive à comprendre. Cependant, c'est un film qui m'a transporté. Donc voilà. Ouais, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler parce qu'on va le faire Je dans pense. l'émission. Il est sur la liste de cette année. Et oui, non, je comprends. Après, c'est pas un film qui s'est fait non plus démolir de chez démolir. Il y a eu des gens qui sont comme toi, qui sont rentrés dedans, qui ont adoré. Oui, oui. On va dire c'est un film clivant. Moi, j'y suis allé et moi, tout le début, j'ai trouvé ça absolument ouf. Je me suis dit, on tient le film de l'année, c'est la surprise, c'est pas une licence connue, comme tu l'as dit, c'est pas une suite. Ça y est, on nous propose quelque chose. Et alors, à la moitié du film, ciao, j'étais plus là. Et terminé, bonsoir. C'est devenu une espèce de mission impossible et ça avait rien à foutre là. Et bon. Mais on en reparlera. On en reparlera. Et si j'ai un truc qui me vient en tête au fil de l'émission, j'en parlerai. Bah à ton tour, Jérémy. Cette question va être plus facile. Si vous ne pouviez regarder qu'un seul film pour le reste de vos jours, lequel choisiriez-vous? Ouais, c'est dur quand même. La réponse est évidente pour toi? Ah, moi, c'est quand même plus ouais. évident. Ouais, si, j'ai quand même un truc en tête, ouais. Si c'est le même que le mien, franchement, les gens vont détester, ok? Ah. Les gens vont pas être contents si c'est le même que le mien.
Non, je ne pense pas que ce soit le même. C'est un réalisateur, t'as dit il y a 2 secondes que t'aimais pas. Ah non, tu vas choisir un Nolan pour Eh ça? bah ouais. Oh, Tu vois, ok. en fait, alors, je dirais pas que c'est le film que j'ai envie de voir en boucle toute ma vie. Ça, c'est sûr que je suis clairement pas dans ce truc. Par contre, le film que j'ai le plus vu dans ma vie, c'est Interstellar. Ok. Et Je donc m'en de Nolan. je m'en doutais. Donc je me dis, vu que c'est le film que j'ai le plus regardé dans ma vie, parce que revoir des films, c'est pas une chose que je fais souvent. Et sauf Interstellar, je sais pas pourquoi, ça m'a touché, ça m'a parlé. C'est de la SF, donc peut-être qu'il y a un élément de réponse là-dedans. Mais ouais, bah, je dirais Interstellar, parce que c'est un film quand même que j'ai dû voir déjà au moins 6 fois, et pas à la télé, parce que j'ai le Blu-ray à la maison. Ok. Donc je répondrai ça. Ok. Bon, je pense que tu te doutes de ce que je vais répondre. Peut-être. Mais ça restera le Seigneur des Anneaux. On a tous des. Je pense qu'on a tous un peu des podiums de films, de 3 films préférés, trucs comme ça. Et j'ai toujours placé les Seigneur des Anneaux à part parce que, je sais pas, j'ai tellement de nostalgie, même de la sortie à l'époque, pour les avoir vus au ciné, quand on était au collège. C'est un truc qui est ancré dans ma vie, mais c'est plus qu'un film en fait. Et je les regarde bah ouais, une fois par an, c'est le marathon obligatoire. Je parle de la première trilogie, bien entendu, hein. Le Seigneur des Anneaux, pas le Hobbit. Et oui, et ne me demandez pas d'en choisir un parmi les 3 parce que je ne ferai pas. Ce n'est qu'un film, Je- d'accord. Voilà, je ne répondrai pas à cette question. Les 3 films sont parfaits. Merci Andrew Jackson d'avoir fait ça. Et non, ouais, ça c'est évidemment le Seigneur des Anneaux pour moi. Eh ben écoute Clément, je te laisse prendre un C'est papier. parti. Une transition magnifique, dis donc. Quel est votre avis sur la série Les Anneaux de Pouvoir? Ça ne Ah, pouvait pas mieux tomber. ouais, intéressant. Je te laisse commencer. Alors, Les Anneaux de Pouvoir, waouh, le débat est costaud. C'est une série qu'on a énormément attendue. On savait qu'Amazon avait un budget de malade. C'était le record de la série la plus chère de tous les temps. C'était un peu la même promo que le Seigneur des Anneaux 20 ans avant, en gros. Alors, la série s'est fait atomiser pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Le lore, on crache on crache carrément, littéralement sur le lore de Tolkien, ça c'est clair. Avec certains personnages, c'est carrément c'est scandaleux. Mais je trouve que la série est quand même bien. Déjà c'est magnifique. Et ça fait partie de ce qu'on attend dans le Seigneur des Anneaux. Dans la licence Seigneur des Anneaux, on attend quelque chose qui soit magnifique. Et pour rebondir, alors on a parlé du Hobbit tout à l'heure, je trouve que les Anneaux de Pouvoir s'est fait démolir pour des raisons où on aurait pu beaucoup plus démolir le Hobbit que les Anneaux de Pouvoir. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis totalement d'accord. Il y a des choses qui sont impardonnables dans le Hobbit et qui sont passées comme un paix sur une toile cirée à l'époque où oh bah non mais attends c'est Jackson c'est machin Laura le truc ouais, c'est top c'est trop bien et il y a des choses qui se passent dans les zones de pouvoir qui ont fait des scandales et qui sont beaucoup moindres que ce que Jackson nous a fait dans certaines scènes du Hobbit, hein. Je pense qu'il faut prendre du recul là-dessus, re-regarder les Le œuvres. Hobbit Non. Non, non, ouais, non, du coup non. Alors, ça sera jamais le Seigneur des Anneaux, ça sera jamais la première trilogie, c'est mort. C'est bon, ça, on a compris. Il y a quand même des bonnes choses dans les Anneaux de Pouvoir. Comment dire, il n'y a pas eu beaucoup au niveau du CGI. Je tiens à en parler, mais je me rappelle que tu m'en avais parlé quand la série est sortie. Quand on a 50 cavaliers à l'écran, on a vraiment 50 cavaliers, quoi. Bah ça expliquait un peu le budget, mais ouais, c'est Il n'y vrai a que rien qui fait cheap, c'est super ça, beau. c'est bien ça. Ouais. Franchement, je me rappelle, hein, quand Les Anneaux de Pouvoir est sorti, il y a certaines critiques qui disaient oh, c'est cheap, c'est dégueulasse, mais comment on peut dire ça, quoi. Non, j'ai pas compris. Hein. Là, Surtout là, que, en là, plus, j'ai vraiment pas cette pigé. critique est tombée dès le premier épisode, et le premier épisode est peut-être le plus beau de la série. Enfin, c'est là où on nous en met plein la gueule, quoi. Ah ouais, non mais. La scène de la bataille des elfes contre. Il y a les. Je veux dire les dragons, c'est pas leur nom, mais. Ouais, les ombrellés. Cette scène, elle dure 30 secondes, mais elle est magnifique. Non, elle est ouf, les C'est couleurs. bien branlé, dingue. il y a pas. Enfin, tout se tient tout se tient à l'écran, c'est les couleurs, elles sont belles. Chez les elfes, c'est magnifique. C'est très bien foutu, quoi. Enfin. Non, après, ce qu'on nous raconte, c'est avec le Lord Galadriel, ça c'est un scandale, mais. J'aurais préféré finalement qu'ils mettent cette héroïne, mais que ce soit pas Galadriel, en fait, tout simplement, et qu'ils nous racontent l'histoire d'un personnage complètement inventé, et que ce soit pas elle, mais c'est vrai qu'utiliser ce nom-là pour ça, c'est chaud. Ça Ouais, m'a. c'était peut-être le devoir de raccrocher avec le reste, mais c'est dommage. Sur les nains aussi, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de partis pris qui sont. Mais en soi, en tout cas, sur elle-même, elle se tient. Ouais, moi j'ai. Ce qui est déjà pas forcément. On a eu des exemples de trucs qui se tenaient pas, même sur eux-mêmes, quoi. Là, bon. Bah non, moi j'avais beaucoup d'attentes aussi sur la série. J'ai pas ce côté lore du Seigneur des Anneaux. Moi, le lore du Seigneur des Anneaux, ça s'arrête vraiment au Seigneur des Anneaux, 3 livres, je les ai lus. J'ai lu le Hobbit, mais j'ai pas lu le reste. Donc le lore, tout ça.
Je l'avais un peu moins, j'ai un peu moins d'attente par rapport à ça. Et du coup, moi, j'avais trouvé ça très bien. Alors après, c'est vrai que le personnage de Galadriel, qui est un peu, Guerrière. un peu guerrière, un peu badass, je trouve que ça accroche moins avec le reste. Après, ça se justifie aussi parce que le temps passe entre les deux. Ça se passe très Ouais, longtemps dans Le Seigneur des Anneaux, peut-être. Moi, j'ai quand même bien aimé, hein. Franchement, j'ai trouvé ça bien. Je trouve que le côté. Ce qu'il y a de bien dans cette série, ce qui est intéressant du moins, c'est qu'il y a vraiment le côté. Chez les elfes, c'est très beau. On a ce continent des elfes qui n'avait jamais été filmé Mm. avant, qui est très bien fait, je Ouais, trouve. je trouve aussi. Ce qui est bien aussi, c'est que là, on voit l'âge d'or des nains aussi, on voit la ville des nains, et ça, c'est hyper intéressant parce que dans Le Seigneur des Anneaux, les Tout. nains. Enfin, tout dans Le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est la décrépitude, en fait. Et puis toutes les villes, comme tu le dis, elles sont déjà mortes. Voilà. Donc tout est vide. Là, On on, arrive on déjà, voit on les arrive villes après l'âge vivant. d'or. Et là, on voit tout bien. Tu vois, c'est beau, ça, c'est vivant. Et je trouve que les idées sont quand même intéressantes. Après, il y a aussi le côté qui s'était fait bâcher sur le Seigneur des Anneaux, c'est le fait qu'on ait mis, on va dire, de la diversité. Il y avait des personnages de Ouais. couleur. Alors c'est surtout ça qui a fait le buzz Ça, sur ça a cette fait série. du en buzz. fait. Après, je trouve que ça, clairement, ouais, alors s'il y a des gens qui s'y arrêtent, je comprends que ça les fasse sortir. Enfin, je Ouais. comprends et encore non, parce que moi, pour moi, c'est pas un argument. Oui, ça colle pas forcément, peut-être. Mais je pense que, en fait, enfin, si on s'en branle, ça passe crème, en fait. Ouais, et puis je Y a pense pas que de le souci, problème est hein. pas là quand on commence à tailler parce qu'il y a un elfe qui est black, parce que si, parce que c'est ça le problème, il est pas là. C'est des fois des acteurs ou des personnages manquent de charisme, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau, quoi. Bah oui, C'est oui. parce que des fois c'est mal écrit, c'est parce que des fois il Mais y a plein de raisons, par mais exemple, dans c'est cette série, tu vois, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est la scène où on est dans la ville des hommes qui sont sur une île, là, Numénor. Numénor, voilà. Et tu vois, il y a par exemple une scène avec entre un père et son fils. Ça faisait un peu sitcom, un peu moins bon marché là-dessus. Et c'était pas du tout fait parce qu'il y avait du woke ou quoi que ce soit, quoi. Donc, non, franchement, globalement, j'étais bien satisfait de cette série, hein. Moi j'ai juste failli crever au moment où ils appellent Isildur Isil. Ça m'a rappelé dans Game of Thrones le coup de Dany pour Daenerys. Là j'ai eu vraiment envie de mourir à ce moment-là. Il n'y a pas de surnom qui tiennent dans ces trucs-là, ça c'était vraiment horrible. Je pense que c'est mon pire souvenir de cette série. Mais mis à part ça, c'était tellement beau que... Alors d'ailleurs, pour faire le parallèle aussi avec Game of Thrones, mais House of Targaryen c'est sorti en même temps. Et je me rappelle que tout le monde, oh là là, mais Puis c'est 10 fois mieux c'était le que... clash, ouais. Mais non, en fait. Enfin, alors, c'est très bien, House of Targaryen. Au final, j'ai eu une bonne surprise, pas avec toute la médiocritude de Game of Thrones, de la fin de cette série. Par contre, alors, niveau cheap, waouh, les dragons dans House of Targaryen, faut les regarder de loin, hein, par rapport à Ouais. ce qui se passe dans les Anneaux de Pouvoir. Bah, moi, je suis arrivé après le combat, parce que du coup, les zones de pouvoir, j'ai regardé à la sortie. Je regardais les épisodes les soirs où ça sortait. Donc House of Dragon, je l'ai regardé longtemps après, j'avais pas envie de la voir, pareil pour des raisons que Game of Thrones, Voilà. la fin de cette série, je l'ai subie, on va dire ça comme ça. Ouais, je trouve qu'il y a pas, en fait, il y a pas de match, enfin je sais pas, c'est... Non, non, mais je Je sais sais pas. pas, on a l'impression qu'on compare un match de rugby avec un match de foot, enfin non, 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 on n'est pas au même endroit. Alors oui, d'accord, on est dans de la fantasy, il y a peut-être deux, trois. Oui, il y a des dragons dans les deux. Bon, allez, si on veut. Mais non, non, il y a pas match. On raconte pas les mêmes choses. On n'est pas du tout dans le même angle. House of Dragon, c'est un côté très réaliste Oui. dans les enjeux. Ça J- reste que des guéguerres de famille et en fait, ça se passerait maintenant, ça se passerait dans le futur, ça serait pareil. Alors que les hommes de pouvoir, non, pas du tout. Ah Là, non, non, on on est nous clairement dans propose... un enjeu d'heroic fantasy de Mais base. un peu comme la comparaison déjà Game of Thrones et le Seigneur des Anneaux en fait, hein. Oui, oui, voilà, tout à fait. Ça n'a rien à voir. C'est de l'heroic fantasy au sens large, Mais c'est mais très c'est pas dommage de les mêmes s'arrêter là. enjeux, ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, tout ça pour dire que les Anneaux de pouvoir, voilà, ça fait partie des trucs qui se sont fait défoncer, mais que moi je suis arrivé à faire la part des choses et à me dire non mais ça sera jamais le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, on nous raconte une nouvelle histoire. Puis encore une fois, ceux qui défoncent ça, je me demande ce qu'ils regardent parce que si on veut parler d'Heroic Fantasy au sens large, alors je prends Witcher au passage comme ça, mais c'est genre le pire truc que j'ai vu ces dernières années, quoi. Une balle perdue. Là, pour parler de cheap, mais venir me dire que c'est pas cheap The Witcher, enfin on a l'impression d'être à Eurexpo dans un concours de cosplay, quoi. On n'est pas dans une série, non mais enfin bon, Non, je suis totalement on d'accord. on s'éloigne de la question. On a fait le tour. On Je a pense. fait le tour. Allez. C'est ton tour, c'est ton tour. Oh, la question cinéphile. Quel est le film, avec le majuscule, qui vous a fait aimer le cinéma? Ah. Alors ouais, j'ai un souvenir, ouais. Du coup,
Alors c'est pas le meilleur film du monde, c'est pas un truc de cinéphile absolu, mais je me souviens quand j'étais petit, les premiers films que je regardais c'était vraiment des films d'action benets des années 90. Bah, De base je repense à Speed par exemple. C'est vraiment un souvenir d'enfance, je regardais Speed. Et c'était le truc que je regardais en boucle. C'est pas nul, mais on, voilà. Pour on- moi le cinéma s'arrêtait à ça. Le reste, non, non, enfin, voilà. Oui, mais on Vous était imaginez un petits gamin des années aussi. 90, Ben oui. voilà. Et je me souviens de... Alors, je sais plus quel âge j'avais quand je l'ai vu, et que j'ai regardé Forrest Gump. Ah, oula, mais alors tu tapes direct dans du lourd, Ah là. ouais, mais j'avais vraiment une transition chez moi où je regardais des films d'action des années 90, et à un moment j'ai regardé Forrest Gump, et mes parents m'ont dit, ouais, bah regarde, c'est bien. Et je me suis pris une taloche, ouais. Là, et puis en fait, je me suis dit, bah non, en fait, les films d'action... Enfin, il y a pas que les films d'action, voilà. Bah, on grandit aussi, hein. Voilà, en grandissant. Et ouais, ça m'a fait aimer le truc. En plus, avec des bonnes idées, toutes les bonnes idées qu'il y a dans ce film, toutes les histoires, tout ça. Ouais, c'est vraiment. Le souvenir d'enfance que j'ai, c'est vraiment Forrest Gump qui m'a ouvert un peu les yeux. C'est beau. Comment je vais faire après ça? Alors, Et bah, c'est merde. vrai, comme tu l'as dit, la question est intéressante parce que aimer le cinéma, c'est pas juste aimer regarder des films quand on est gamin. Pareil, enfin, quand j'étais petit, tous les Star Wars, tous les Spielberg, les Jurassic Park, les Retours vers le futur, ça fait partie de la base qu'on a tous, je sais pas, mais en tout cas, quand on a grandi dans les années 90, On n'a même, pas pu passer à côté. on n'a pas pu passer à côté. Et ça, on est forcément fan, mais c'est pas forcément ça qui te fait aimer le cinéma. Enfin, ça y contribue énormément. Mais moi, j'ai un souvenir quand j'ai posé la question là du film qui m'a dit effectivement, il n'y a pas que les films de super-héros, il n'y a pas que les gros blockbusters. C'était Paranoid Park de Gus Van Sant. Ce film, je me rappelle quand je l'ai vu, c'était un peu le premier film peut-être d'auteur que j'ai regardé. Je sais pas, je devais avoir 18 ans, j'en sais rien quand je l'ai vu. Et où je me suis rendu compte de waouh, il se passe rien dans ce film, c'est long et tout. Mais je pense que c'est ce qui m'a fait aimer un peu les films comme on a pu faire, comme Mm. Boys Afraid il y a pas longtemps là. C'est vraiment ce film-là qui m'a dit ça existe. Et ouais, faut y aller quoi. J'ai un souvenir de ça. Donc alors je sais pas si c'est vraiment ça, aimer le cinéma, mais en tout cas, se passionner à aller voir d'autres films que ce Mm. qu'on nous propose, bah, c'est ce film qui m'a fait le déclic, Sortir de ouais. sa zone de Ouais. confort, Mm. bien sûr. Eh ben Et écoute à voilà. toi. Et une bonne question, encore une fois. Tout le monde est inspiré. 66 ans pour ce bon vieux Hans Zimmer. Mais qui pour prendre le relais? Une question pour toi. Waouh. Alors, dans tout... Bon, vous avez compris que la rubrique musique dans Retour de séance, c'était pour ma tronche. Euh, alors Zimmer, ça fait pas partie forcément de mes compositeurs préférés. J'en ai toute une palanquée. Il fait des choses très bien, il fait des choses moins bien. Qui pour prendre le relais, je pense que dans la question, c'est surtout aussi parce qu'il est omniprésent. Il est partout, partout. Et quand c'est pas lui et que c'est un autre, des fois c'est même ses studios à lui, pour dire à quel point Et, c'est lui souvent. et quand c'est pas lui, souvent aussi, c'est d'autres qui prennent son style. Donc, Oui, ouais, oui, oui. on arrive même dans ce niveau-là. Qui pour prendre la suite, alors dans les compositeurs de musique, je mettrais vraiment deux catégories. Il y a ceux qui sortent du classique avec une vraie école classique à l'autrichienne, quoi, je dirais presque, avec des vraies études de solfège, tout ça. Et aujourd'hui, on a une nouvelle ère de compositeurs. Je pense notamment à Tom Hockenberg, Junkie XL, son nom de DJ à l'époque, qui fait des BO absolument ouf, qui est génial. C'est un de mes mecs préférés. Et ouais, bah lui, il est encore pas trop vieux. Oui, ça fait. Je pense qu'il est vraiment dans le même créneau en plus que Zimmer. Il fait du gros blockbuster, c'est lui qui a fait Mad Max, hein, qui a eu des gros prix pour Mad Max. Je pense à lui, mais il y en a énormément en fait. Il y a Lorne Baffle qui fait des choses super bien ces dernières années. Il y a Ramin Djawadi aussi qui fait des choses très très bien ces derniers temps, qui est jeune aussi, donc il peut vraiment prendre le relais. Mais c'est toute cette nouvelle école, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait les mêmes études et tout que les John Williams, que les Basil Poledouris, que tous ces mecs-là, tous les grands dieux de la composition cinématographique. Et puis bon, honnêtement, pour répondre plus franchement à la question, je pense que Zimmer, il est encore là pour un moment. Voilà, il est bien installé, on va dire. Parce que je pense qu'il est vraiment, il fait partie des mecs qui peuvent vraiment tomber une BO en moins d'un quart d'heure, encore une fois. Mais il a fait des choses très très bien, hein. Même si c'est pas dans mes préférés, il a fait des choses exceptionnelles, ce gars-là. T'as un avis? Parce que c'est pas parce que c'est moi la rubrique musique que Ah oui, non, mais tu alors, peux, c'est vrai que Zimmer est extrêmement présent. Il fait des trucs. C'est marrant parce que alors il est très présent et il fait à la fois des trucs de fou. Il y a des BO de dingue que j'arrive à même à réécouter de temps en temps.
sans regarder le film. Et aussi, il arrive à faire des trucs un peu plus feignants, je vais dire. Donc à la fin, où on le voit sur les crédits, on fait oh putain, c'était lui. Ah merde. Ah merde. Est-ce que le billet en valait la chandelle? Voilà, je trouve qu'il fait de tout. Après, qui pour prendre la suite, je pense que ça. Là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que la place, elle va changer un peu. Je pense que déjà, Hans Zimmer, oui, d'accord, il a encore beaucoup de temps. Il va être là pendant longtemps, c'est sûr. Mais il y a quand même la place à d'autres gonzes qui arrivent un peu à se faufiler entre temps, qui arrivent à proposer des choses nouvelles aussi. C'est ça qui est bien, parce que Oui. comme je le disais, des fois, on arrive à avoir des nouveaux qui copient le style de Zimmer, qui sortent des gros synthés un peu pareils, et c'est pénible en fait. Moi je trouve ça. T'es jeune, fous ta patte dans ton bordel quoi, c'est pas grave, fais pas juste une contrefaçon du truc. Comme on a pu le dire sur Marvel aussi, je pense que le style de Zimmer, on va s'en lasser à un moment. Alors, Après, c'est quand même quelqu'un qui a pour moi, assez. c'est déjà fait, mais il arrive quand même à faire Ouais. des choses variées. C'est quand même un caméléon, hein, quand Ouais, même, il mais arrive à faire des comme trucs. tu le dis, des fois, on se dit, ah tiens, c'était lui. Alors qu'il y a des fois, on entend et ah tiens, c'est lui. Bon, c'est lui. 3 notes de synthé en boucle. Ouais, puis dans la musique de films et de séries en général, il y a aussi quelques évolutions quand même, hein. Je pense à, j'étais obligé d'en parler, mais je pense à Succession, qui propose une BO ultra classique. On n'est même pas dans la musique de film ou dans la musique de série, on est dans une musique classique. Vraie musique classique. Et ça claque et ça change. On avait perdu ce côté-là, et donc il y a plein de choses qui évoluent, si, mais il y aura la place à plein d'autres personnes. Mais si vous êtes fan de composition musicale, symphonique, ciné, regardez les vidéos YouTube de Junkie XL. On le voit en train de composer, en train de tout faire, il explique tout, comment il fait, c'est ultra intéressant. Moi je bouffe ses vidéos à fond, et c'est le petit conseil pas cher du jour. À moi? À toi. Est-ce que le cinéma en réalité virtuelle percera et perdurera plus que la 3D? Intéressant. Alors, pour avoir vu déjà des. Alors, c'était pas vraiment des films en réalité virtuelle, mais par exemple des écrans un peu à 360 qu'on peut avoir dans certains trucs d'attraction, ce qui s'en rapproche en fait, hein, de le fait d'avoir à tourner la tête, d'être au milieu du truc. Je pense que ça va faire une vague, certainement, c'est sûr. Comme la 3D l'a fait, il va y avoir une sorte de buzz autour de ça. Ça arrivera, mais je pense que comme la 3D, ça perdurera pas. Parce que le problème, c'est que la chose qu'on a dans le cinéma, et qui est dans la photo aussi, c'est qu'on a un cadre qui va. Enfin, c'est mon avis perso, hein, mais on a un cadre où dedans, on va vous montrer des choses. Cachées, pas cachées. Vous avez vu, il y avait un piège, il y avait un truc. Mais on est limité à un cadre. Voilà, on doit chercher les indices, où ça nous est jeté à la gueule, dans ce truc-là. Le problème de ces trucs, de ces médias comme la réalité virtuelle ou des cinémas qui sont un peu en 3D, c'est qu'à partir du moment où on doit tourner la tête un peu de partout, où on regarde un détail dans un coin, mais du coup on regarde pas à gauche, ah non mince c'était là, et du coup je trouve que ça devient très fouillis. Il y a trop de trucs, et on peut se perdre un peu dans ce truc-là, et rater des choses. Et finalement, on regarde pas forcément ce que le réalisateur veut nous faire voir à tel ou tel moment. Voilà, Il y a c'est ça ça. aussi, hein. Donc après, peut-être qu'il y aura des techniques de mise en scène qui feront que, je sais pas, un bruit, on tournera la tête, peut-être que ça peut arriver. Moi j'y crois pas trop, parce que vraiment l'objet cinéma en tant qu'art, il est vraiment dans ce cadre. Voilà. Enfin, cadreur c'est un métier, directeur de photo c'est un métier, et vraiment, la quintessence du cinéma, c'est vraiment quand c'est bien fait dans le cadre en fait. Il y a un petit détail là, clac, 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 ça sert à rien. Bon, bah ça servait à rien. Là, ah, il y a un élément du truc. On insiste pas dessus, mais en fait, c'est ça le truc principal qui est en train de se passer derrière. Et c'est vraiment des scènes. Genre un truc qu'on en avait parlé il y a pas longtemps, c'est la scène des Dents de la Mer où, quand Astier il en parle dans Hot One par exemple, Oui. où en fait la séquence se passe avec c'est un personnage principal avec 3 conversations et il se rapproche de la caméra. Et je trouve ça vraiment. Comme il le dit, c'est un cas d'école en fait. C'est vraiment dans ce cadre-là, il se passe plein de choses, c'est un plan fixe, il y a tout qui arrive. Et je pense que ça, si on le fait en réalité virtuelle, oui, d'accord, il y aura un côté immersif, qui a moins dans le cinéma, mais je pense qu'on va perdre un peu ce côté artistique. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. C'est l'exemple que tu viens de dire, il est bon parce que aussi ça prouve que depuis le temps que le cinéma existe, c'est une technologie qu'on maîtrise. Et au plus on le maîtrise, au plus on est bon, et plus on a le droit aujourd'hui à des trucs de dingue. Alors pas forcément, mais je pense que la 3D, la réalité virtuelle, tout ça, il faut que ça existe, c'est cool, c'est des expériences. Mais ça remplacera jamais un écran classique avec le vrai 24 images par seconde, le vrai cinéma qu'on connaît. Et comme tu dis, arriver à avoir des réalisateurs qui savent jouer avec leur outil parce qu'ils le maîtrisent, c'est différent. On peut avoir des bonnes choses, hein. Enfin, Avatar en 2009, 2009, oui. c'était quelque chose quand même.
C'était génial, hein, mais après, même la 3D, bah, Avatar, ça reste un cas d'école. Même, on peut même parler d'Avatar 2. Oui, oui, non, mais la 3D, Avatar c'était 2, ouf, par hein. exemple, il y a deux technologies qui se percutent, c'est la 3D et Le HFR. le HFR. Donc on double la fréquence d'image. C'est des technologies qui sont... C'est bien, c'est sûr, ça ajoute des choses. Après, dans l'objet cinématographique que c'est, je trouve pas que ça soit un plus. Ah, Ça ajoute de mais l'immersion, ça ajoute des couches sur ce qu'on va voir, mais je pense que le format brut qu'il y a au fond, il change pas, en fait. moi, je prends ça comme une expérience différente. Voilà. Un peu comme le futuroscope, comme les trucs, Ouais, comme non, tu mais as c'est dit, hein. exactement ce genre de choses, hein. Mais ça remplacera jamais c'est pas dans la même cour, en fait. Voilà. Ouais, on joue pas dans le même Voilà. truc. D'ailleurs, là, Et à toi? je crois que j'ai pris le plus gros papier du bol. On a un écrivain parmi nos... On a quelqu'un qui s'est déchiré. Univers Marvel, virgule, usé et décliné à l'infini, avec le multivers, licence Star Wars essorée et ripolliné à la mode Disney, suite de suite, reboot, préquel, de postquel, de sidequel, de spin-off, de crossover, etc. Au final, la grève des scénaristes n'aurait-elle pas pu continuer vers l'infini et au-delà pour sauver Hollywood? La question est incroyable. C'est magnifique, j'ai un mini-roman dans la main. Alors, sans avoir la question, on en a déjà un petit peu parlé juste avant. Le fait d'avoir des nouvelles licences qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on attend. Effectivement, il y en a marre. Ce que je disais, toi, Marvel, t'en peux plus. Moi, Star Wars, j'ai fait le 2 il y a déjà super longtemps, je regarde plus. Ben, on est obligé de s'en lasser. En fait, les choses qui ne finissent pas entre les avant, les après. Je pense en exemple récent, parce que là, on est en train d'enregistrer et ça vient de tomber. Il y a eu la bande-annonce de Furiosa. Mais j'ai juste pas envie d'y aller, quoi. Encore une préquelle d'un film qui était déjà un espèce de reboot. Alors on a pris une claque pour ce reboot, pas de problème. Mais c'était déjà une licence qu'on connaissait. Et on nous propose On arrive à perdre l'attente, en une fait. préquelle de ce film-là. Mais enfin, c'est malheureux, mais on s'en fout. En tout cas, moi je m'en fous, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, pareil, ouais, les univers étendus, détendus, je trouve ça un peu fainéant, et le problème, c'est qu'en fait, on bouffe l'attente. En fait, c'est ça le truc. Ça grignote, ça vient grignoter l'attente et l'effet waouh qu'on peut avoir. Il y a des bonnes surprises, hein. Je dis pas, hein. Des fois, dans un univers étendu, tu vas avoir un truc au milieu qui sort Ouais. de nulle part, tu te prends la calotte et puis on n'en parle plus. Mais le problème, c'est que, bah, ouais, non, merde. Comme tu l'as dit tout à l'heure avec Creator, c'est un très bon exemple. Alors, bon, j'ai pas forcément adoré le film, mais en tout cas, il avait ce mérite-là de nous proposer quelque chose qu'on ne connaissait pas, quoi. On Voilà, n'était pas dans Star Wars, on n'était pas dans un spin-off de je sais pas quoi, on n'était pas dans Terminator 12, mais ça fait plaisir, quoi. Et là, alors je pense à ça aussi. Alors, le temps nous le dira, je prends des pincettes avec ça, mais il y a Snyder qui va nous proposer un nouvel univers, là, à Noël. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il a voulu créer un nouvel univers, mais même si c'est nul, ça a au moins le mérite de nous proposer un nouveau truc, quoi. C'est vrai qu'on en a marre. On en a marre de toutes les années, les Indiana Jones, je sais pas combien, les Ghostbusters, je sais pas quoi. Mais arrêtez avec ces licences, laissez-les en paix, quoi. Franchement, enfin, Puis en plus, j'espère mourir avant qu'il y ait un Retour à la Future 4, quoi. il arrivera un jour en plus. Mais ouais, et puis même tu vois, sur le Snyder, là, sur Rebel Moon, qui va sortir très bientôt au jour où on enregistre, même là, tu vois, je suis un peu déçu, au final, que ça soit encore un nouvel univers qu'on va nous présenter. J'ai l'impression que des fois, c'est devenu la norme de... Bah là, on a l'impression qu'on va voir un film, ça va être un nouvel univers qu'on va nous présenter, et puis j'ai l'impression que, comme la com est faite, il va y avoir des suites, il va y avoir ci, Ah bah alors là, il va c'est y clair. avoir ça. Mais c'est obligé, de toute façon. Ah oui, Et oui, puis en fait, on est dans ce monde. Mais du coup, on va encore nous présenter un nouveau plateau, avec un film qui va faire un petit bout du plateau, et on va dire, bah non, vous avez tout mangé. surtout que le peu qu'on en a vu, c'est que des choses qu'on a déjà vues 8000 fois. Eh ben oui, bah c'est ça. Et j'aime bien, et c'est pour ça que The Creator, ça fait partie de quelque chose que j'aime bien, parce que c'est simple. Il y a un nouvel univers, on nous le présente en plus, je trouve que la présentation de l'univers est assez fine, enfin, c'est pas grossier, on va dire, c'est pas non plus le truc le plus délicat que j'ai vu, hein. Mais il y a ça, voilà, on pose le cadre d'un truc, on va faire un film là-dedans, et voilà, fini. Le film se termine là-dessus. Il y aura peut-être une suite, il y aura peut-être une préquelle, j'en sais rien, mais le film, il est pas pensé comme ça. Maintenant, là, on fait des films qui sont pensés déjà. Ah non, mais attendez, vous verrez, il y a la suite Oui. dans 4 films. On va vendre des figurines et on va vendre des posters Et et ça, ça va ouais, marcher non, comme ça. je suis Ouais. assez d'accord. Il y a des trucs comme ça, c'est. Et puis, une chose aussi qui a été évoquée dans le contexte de la question, les reboots. Les reboots, je pense aux reboots Ah, de mais Disney en live c'est- action de leurs films qu'ils ont sortis dans les années 90.
Mais, mais on a si peu d'idées. Ouais. Les gens ont si peu d'idées. C'est ça qui m'énerve, en fait. Bah, la question est tournée comme ça aussi qu'au niveau de la grève, en fait, est-ce qu'ils sont pas déjà en grève depuis 10 ans, quoi? Non, mais oui, je sais pas, je sais pas ce qui se passe. On a eu une période. Alors, peut-être qu'on a vécu un âge d'or de quelque chose et que maintenant on est moins dans le truc. Mais même en le disant, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Des gens qui ont des idées, il y en a plein. Des gens qui écrivent des choses nouvelles et talentueuses, il y en a des millions. Ça existe dans plein d'autres médias. Dans les livres, dans plein de choses. On n'est pas obligé de faire des remakes pour que ça soit bon. Là, finalement, aussi dans les séries, en fait. Parce que dans les séries, on les trouve, les nouvelles choses, je trouve. Bah oui, oui, il y a des. Moi, je prends des claques beaucoup plus sur les séries que sur les films. Il y a des trucs qui sortent où t'attends rien. Je suis en train de regarder The Bear, là. C'est un exemple qui me tombe comme ça, là. Mais c'est juste ouf. J'ai pris une claque de malade avec cette première saison. Depuis Succession, j'avais pas pris de claque. Et là, j'en ai pris une. Voilà, j'ai rien à dire, quoi. Et c'est peut-être dans d'autres médias, comme la série, comme le court-métrage, comme le cinéma d'auteur, c'est là-dedans qu'il faut aller chercher pour avoir de la nouveauté. Parce que là, on a bien compris que les licences, on se les mangeait dans tous les sens. C'était trop, quoi. Puis je pense qu'il y a un côté aussi. Il y a le côté. De toute façon, sur ces deux genres de films, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Et je pense que maintenant, les films sont mis à coûter extrêmement cher. Des films qui coûtent cher, ça a toujours existé, hein, voilà. Là, maintenant, les films, le standard, côté US, par exemple, The Creator, quand il est sorti, qui coûtait que 80 millions, tout le monde a dit, ça coûte que 80 millions. Donc maintenant, on a des films qui coûtent extrêmement cher. The Marvel, je crois qu'il coûtait pas loin des 200 millions. Ouais, c'était un truc de malade. C'est un truc de fou. Pour un résultat, je laisserai les gens en discuter. Mais maintenant, le truc, c'est que les films coûtent très cher, parce qu'on a mis des trucs qui coûtent très cher, et vu que ça coûte très cher, on veut être sûr que ça marche, et du coup, on prend pas de risque. En fait, c'est ça le truc. Je trouve que ça aplatit un peu le bordel vers le bas, et c'est pour ça que la série, je pense, s'en tire son épingle du jeu, parce que la série, du coup, on a des budgets beaucoup plus réduits, et au final, on arrive quand même à avoir des gens créatifs qui se retrouvent là-dedans. Je suis quand même optimiste. Je pense que il y aura toujours des choses un peu nouvelles pour tirer leur épingle du jeu et dire putain ça marche. Bah voilà, vous avez voilà. Et je pense que d'ailleurs le déclin de Marvel du coup fait partie de cette phase-là aussi. Le monstre à licence qu'est Disney est en train de réduire. Bah on l'a vu sur Star Wars, ils sont littéralement pété la gueule. The Marvel, je vais pas dire ça s'est pété la gueule, mais pour moi c'est un peu la décrépitude. Et je pense que de là, il y a des choses bien qui vont en sortir, des choses Peut-être. nouvelles. Et puis, bon, bah, comme on l'a dit, mais quand on est passionné de cinéma, faut toujours aller aussi chercher ailleurs. Si ça nous convient plus, il y a matière, hein. On a tout ce qu'il faut pour changer, pour ne pas regarder que du gros blockbuster et que des suites. Mais c'est vrai que, au-delà de ça, je pense qu'il y a un côté nostalgie aussi qui fait que quand on touche à des Ghostbusters, à des trucs comme ça, au-delà de faire des films mauvais, même si je les ai pas vus, mais on touche à un truc qu'on n'a pas envie qu'on y touche, quoi. C'est là où Spielberg il sort toujours son épingle du jeu. Enfin, je pense l'exemple de Ready Player One, hein, ça a déjà quelques années, mais il nous a sorti un excellent exemple. mais qui nous sort un film. Quand je l'ai vu, je sais pas, c'était à combien de temps Ready Player One? Bon, moins d'une dizaine d'années, mais. Ouais, ça a moins de 10 ans. Bon, voilà, 5-6 ans, on je va devais dire. avoir, je sais pas, presque 30 ans. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais les gamins qui voient ça à, je sais pas, 8-10 ans, ils vont le voir avec la même yeux que j'ai regardé Retour vers le futur quand j'avais 8-10 ans. Mais qu'est-ce que c'est bon, ça? Enfin, Ouais, non, c'est clair. Il y a tellement peu de réalisateurs qui arrivent à le faire, ça. Et encore par une fois, pas d'univers étendu. Alors bon, il y a des clins d'œil dans tous les sens, mais le film se tient lui-même. Bah oui. Y a pas de suite, y a pas de truc, y a pas de si. Y a pas de ah non, mais t'as pas vu ça parce que ça c'est expliqué là. Alors, c'est une adaptation de livre, hein. C'est pas une Oui. histoire originale, mais même, enfin, pour nous, au cinéma, c'est un nouveau truc, quoi. Et puis encore une fois, je pense que pour une adaptation, en plus, on peut passer là-dessus, c'est que c'est une adaptation qui marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette question incroyable. Merci pour cette question, en tout cas. C'est à moi. Quels sont les personnages de cinéma qui vous ont le plus profondément marqué? Pourquoi? Et de quelle manière? C'est moi qui commence là. Tu vas nous parler de Forrest Gump? J'ai essayé de l'éviter. Non, pour le personnage, je vais pas parler de Forrest Gump parce que Forrest Gump, je trouve que c'est vraiment un film. Bon, le personnage est légendaire et puis il est très bien joué, mais je pense pas à lui directement. Je pense pas. Quand je pense à un personnage qui m'a marqué, je pense pas à Forrest Gump. Parce que Forrest Gump, je trouve que c'est vraiment le film qui est marquant. Le personnage, au final, je veux pas dire qu'il est secondaire, parce que on suit que lui, mais. Non, je pensais pas à lui. C'est compliqué pour moi de répondre à cette question, parce que pour moi, j'associe vraiment des acteurs, plus des acteurs à des personnages. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Je suis en train de réfléchir à la question. Parce que par exemple, je pense direct quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Robin Williams. Parce que, bon bah pareil,
va pas redire, dans les années 90, c'était impossible de passer à côté de lui. Et je trouve que c'est un acteur qui a toujours eu des rôles, enfin toujours, j'ai pas vu toute sa filmographie, et je pense qu'après il y a eu des échecs aussi, mais qui a toujours joué avec beaucoup d'honnêteté, ces trucs, et qui était vraiment très touchant sur beaucoup de choses. Il y a vraiment de sincérité, et il arrivait à faire passer des émotions qu'on voit, c'est pas qu'on voit peu, il y a d'autres qui y arrivent, mais lui, vraiment, ça m'a marqué. Puis c'est aussi des souvenirs d'enfance, donc ça reste bien. Après, en personnages vraiment qui m'ont marqué, non, là, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question. Bah, je vais reparler par exemple d'Interstellar avec le personnage de Cooper, en fait, qui m'a marqué un peu. Enfin, ce film m'a marqué parce qu'en fait, je trouve qu'il touche aussi à la parentalité, à ce qu'on est prêt à abandonner pour un but supérieur, on va dire. Ça m'a marqué en tant que parent et beaucoup dans ce genre de choses. C'est un thème vraiment qui m'a touché et puis je trouvais qu'en plus c'était assez bien fait parce que c'est un thème qu'on a déjà vu. Hein. Pareil, Interstellar, c'est une histoire qui aurait pu se passer à n'importe quelle époque, c'était pareil. Mais qui était marquante. Je pense à ça. Après, des personnages qui m'ont marqué aussi dans carrément d'autres thèmes. Je pense à The Dude dans The Big Lebowski. Ah ouais, grave. Ça m'a marqué parce que ça, c'est un film Ouais. que j'ai vu. Bah, j'ai vu jeune aussi. J'ai vu au lycée dans une projection un peu forcée. Je me souviens d'être le seul dans ma classe qui avait adoré ce film. Parce que voilà, là, c'est pareil, on est dans des personnages qui sont complètement déconnectés, qui s'en battent les couilles, et encore, et en plus avec un cinéma des frères Cohen que j'adore, que j'apprécie beaucoup, avec toujours du loufoque, mais quand même un truc qui est réaliste en fait. On se dit, ça se passe demain dans la rue, on serait halluciné parce que c'est quand même fou, mais c'est possible. Ouais, je pense avoir semi-répondu. Ouais, ouais. Alors, je suis 100% d'accord avec toi avec le fait qu'on est obligé d'affilier un acteur, en fait. C'est là qu'on se rend compte qu'on est plus... Enfin, on a souvent plus d'affect pour un acteur qui va bien jouer des choses différentes, ou alors toujours la même façon de jouer, parce qu'il y a des acteurs qui ont fait une carrière que là-dessus aussi. Et alors moi, le premier qui me vient en tête, bah forcément, c'est Sam du Seigneur des Anneaux. Mais après, c'est un personnage, bon, de livre plus que de film, mais en tout cas, ça reste mon personnage préféré de toute fiction confondue. Vu qu'on a parlé des acteurs, je pense aux personnages souvent de Viggo Mortensen, notamment dans les Cronenberg, et aussi, je pense à Green Book aussi. Je trouve que c'est vraiment un gars qui a toujours... J'ai l'impression qu'on peut pas regarder de merde avec lui. On se lance dans un film où il est... Non mais, Non, mais je comprends. j'y vais un peu fort en disant ça, mais quand on se lance dans un film où ce mec est là, mais c'est toujours... Franchement, le mafieux italien qui joue dans Green Book, c'est cette espèce de pourriture. Alors qu'à côté de ça, ça peut être Aragorn de Seigneur des Anneaux. Non mais c'est carrément... Ce mec est carrément incroyable en fait. Oui. Et t'as parlé des frères Coen tout à l'heure, je pense aussi à Brad Pitt dans Burn After Reading, par exemple. Mais Et ce personnage, il fait partie des personnages qui m'ont marqué, parce que c'est quand même incroyable d'être le plus beau gosse de l'univers et de pouvoir jouer un espèce de prof de sport débile avec son chewing-gum. Ça, c'est une prestation qui m'a carrément marqué. Et Ouais. c'est marrant, en plus, quand tu parles ça, parce que quand je me faisais la liste pour répondre à cette question, enfin, mentalement, je pensais à Brad Pitt dans Snatch, Ouais, mais j'avais pensé aussi. qui joue le gitan, on comprend rien. C'est vraiment, ouais, c'est des acteurs qui jouent bien, hein. Bah, dans les personnages qui m'ont marqué, alors je sais que tu le détestes, mais je vais prendre quand même le bon exemple. J'aime trop Ben Affleck dans Will Hunting. Cette espèce de pote un peu benet, mais qui a une lucidité incroyable. Ce genre de personnage, c'est ce que je cherche dans les films, quoi. Je trouve que Non, il mais pourrait tellement oui. exister en vrai. À aucun moment on sort du film, on se dit c'est Ben Affleck. On dit non, c'est le pote à Will dans Will Hunting. Oui, C'est- non, je suis d'accord, ouais. Ce genre de prestation, c'est fou. Et après, dans les personnages qui m'ont marqué, je vais rajouter quand même. Alors là, on est plus série, on est moins cinéma, mais tous les personnages de Succession, parce qu'il fallait que je le dise. Et voilà. Ça revient souvent, cette série, dis donc. Ben ouais, c'est le meilleur truc qu'il y a eu aujourd'hui, c'est tout. Question bonus. Quelle est, selon vous, la série ou le film qui décrit le mieux l'avenir de l'humanité? Ouh, c'est une question pour toi, ça. Ah, C'est une question SF. ah bon? Alors, la bande-annonce de Civil War vient de sortir. Et est-ce que c'est pas ça, la suite? Le mec super défaitiste, le plus... Parce en tout cas, ça se présente comme ça. Ça se veut un Oui. avenir très très proche. Très, très proche, Mais, ouais. bon, très péjoratif aussi quand même, très noir. Bah, j'ai un exemple de très pessimiste. Ah alors si. Mais Ah, j'avoue. je vais te le piquer d'ailleurs. Oh non. Je vais le dire avant toi. J'espère que je suis en train de te le piquer.
Si, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans le futur, qui exploite le futur de manière très intelligente, et c'est grâce à toi que j'ai connu ce film, c'est Mars Express. T'allais le dire? Je pensais pas à ça, mais oui, oui. Dessin animé, long métrage, français, qui Une est... pépite foncée le Ouais, voir. alors ça, on va en parler aussi, on va faire une émission là-dessus. C'est très, très, très intéressant. Alors, c'est de la SF, mais c'est quand même... Bon, si, c'est de la SF quand même. Si, c'est de la science-fiction totalement, mais, Mais pareil, c'est accessible. On va c'est dire, accessible pour, et c'est vraiment génial. Et il y a plein de petits détails. Je pense notamment au fait de devoir déverrouiller le fait qu'il y a de l'alcool dans les bouteilles quand on nous sert, avec une sorte de code, de tag, comme on paierait quelque chose avec sa carte sans contact. En fait, c'est un peu l'avenir, quoi. Il dit, ah, mais vous avez pas le droit de boire de l'alcool. Ah, mais si, j'autorise, je déverrouille et hop, l'alcool arrive. Il y a des idées là-dedans. Alors, c'est une parmi plein d'autres. il y en a énormément. Mais alors, c'est des trucs où je me suis dit, mais en fait, ouais, ça va forcément exister, ce truc-là. Ils ont eu des idées de dingue. Alors, c'est vrai que on a plus d'idées plutôt pessimistes, hein. Alors, après, je sais pas si t'as une idée plutôt optimiste, parce que automatiquement, on pense forcément à quelque chose de sombre et de fin du monde. Mais Bah, de toute façon, toujours dans les séries, dans les films et tout, on aura toujours une vision d'avenir beaucoup plus pessimiste qu'une utopie. ça fait plus fantasmer aussi. Voilà, l'utopie au cinéma, c'est très très rare qu'on la voie. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Bah moi du coup, pour quelque chose qui a le mieux décrit l'avenir, en truc pessimiste, je dirais Le Fils de l'Homme, d'Alfonso Cuarón. Je n'ai pas vu ça. C'est à voir, Et pareil, tout son cinéma est dans ce film. On est dans un univers, on n'est pas dans un post-apocalyptique, on est une minute avant la fin du monde, quoi. Tout part en couille, et puis ça parle de thèmes tellement actuels. On parle d'immigration, on parle de ça. En fait, l'Angleterre s'est refermée sur elle-même, elle a bloqué toutes ses frontières. On sait qu'en Europe, il y a une guerre avec des maladies, c'est le bordel, les gens veulent aller en Angleterre, ils sont traités comme de la merde dans des cages. Enfin, je trouve cet exemple comme une dystopie, mais extrêmement bien faite. Parce que les dystopies, il y en a des millions. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, la dystopie, il y a toujours l'élément grossier qui fera ouais, bah, non, c'est pas ça. Non, le Fils de l'Homme, c'est là où il est le plus dérangeant. Alors, il y a quand même le plot, enfin, l'objet du film, quand même, c'est que l'humanité est devenue stérile et n'arrive plus à avoir d'enfants. Et en gros, tout part en couille. Mais, bon, alors ça, c'est pas le truc que je crois le plus dans l'avenir de l'humanité, c'est pas ça ce que je veux dire, mais tout le reste qu'il y a autour, tout le background comme c'est filmé, avec des histoires de terrorisme, de changement climatique, d'immigration. Ça, je trouve que vraiment, c'était très très bien fait. C'est très très fin. Tout part en couille, mais les gens se battent pour avoir leur vie normale au milieu. Ouais, ça, c'était vraiment très pointu, je trouve. Ok. Et après, en truc en truc assez bien branlé dans l'avenir de l'humanité et beaucoup moins pessimiste, je pense à la série The Expanse, qui, là, pour de la SF, décrit un truc qui est pas sorti de nulle part. Alors, j'aurais pas osé aller aussi loin dans le futur, entre guillemets. Là, on a quand même les vaisseaux spatials. Les Oui, trucs. non, alors, voilà. Enfin, Non, mais ça oui, part oui. très loin. Mais je veux dire, par exemple, dans The Expanse, il y a une base lunaire. Là, clairement, la base lunaire, c'est dans les projets des 10-15 prochaines années de la NASA. Ouais. Donc, oui, je suis dans un avenir fantasmé. Hein, je reste un fan de SF après tout. Mais Lâche-toi, c'est le moment. ce que je veux dire, c'est que dans un avenir probable et cohérent de comment ça peut se passer après, je trouve ça assez bien foutu. Voilà. Oui, d'accord, l'humanité a colonisé Mars, on a colonisé la Lune, et on est en train de coloniser les astéroïdes autour. Oui, certes. Mais je trouve que c'est les enjeux politiques et comment ça se démerde, c'est toujours assez bien dépeint. Je trouve que la technologie, il n'y a pas d'effet magique, vous avez vu dans mon vaisseau, j'ai de la gravité, je m'en bats les couilles. Non, c'est expliqué. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est cohérent. C'est cohérent, et je pense que c'est assez bien foutu. Voilà, c'est un avis perso. Très bien. Question pour Jérémy. Donc, c'est une auto-question. C'est vous? Un mauvais film peut-il être bon grâce à sa BO? Oui. Question suivante. Oui, clairement. Alors là, il y a beaucoup de films, ça c'est fou quand on est fan de BO et de musique de film, il y a beaucoup de films dont je connais la BO par cœur et que je n'ai même pas vu. C'est ouf de dire ça. Mais bien sûr, on en a preuve avec plein de choses. D'ailleurs, dans ce que je viens de dire, je pense que tout le monde connaît les musiques d'Ennio Morricone. Il y a beaucoup moins de gens qui ont vu les films, en fait, de notre génération. Et puis Ennio Morricone en a fait. Et puis il en a des fait pelletés. tellement. Et c'est un très bon exemple. Donc oui, et c'est que du bon en plus. Enfin, je pense récemment, alors, une de mes BO préférées à tout jamais, c'est la BO de Virgin Suicide de R, que j'écoute depuis toujours.
Et j'ai vu le film très récemment, en fait. J'avais jamais vu le film Ah bah, et... c'est le meilleur exemple de les gens qui ont connu la BO Ah, avant le mais film. c'est absolument dingue, ce truc. Donc oui, bien sûr qu'une BO peut sauver un film. Bah, tu parlais d'Interstellar tout à l'heure. Moi, je suis ultra fan de la BO. Pour autant, le film, je l'ai vu une fois au cinéma, je l'ai jamais regardé, quoi. Ça m'a Mais pas... la BO fait partie Mais la de BO, ce que j'adore, hein. bah ouais. Non, mais... Donc oui, bien sûr. T'en penses quoi, toi? Non, mais Parce que c'est une question... C'est écrit pour Jérémy, mais... non, mais je suis totalement d'accord, en fait. Quand il y a même pas des BO originales, hein, je parle même de la musique au sens large, quand il y a une musique qui est placée au bon moment et qui matche parfaitement avec le truc, ça prend tout de suite. bah, c'est On a clair. beau nous raconter un truc, mais complètement con, s'il y a la bonne musique au bon moment et que ça match, bah, la magie, le tour est joué, quoi. Pour parler d'un film qui peut paraître kitsch aujourd'hui et qui est à tout jamais ma BO préférée, mais ça restera Conan le Barbare, hein, de Basil Polidoris, quoi. C'est la BO dont je me lasserai jamais, que j'ai écouté des milliers de fois et que j'écoute absolument tout le temps, qui est pour moi l'exemple de tout ce qu'il faut faire. Il n'y en aurait jamais eu les BO de Seigneur des Anneaux et ça a été l'invention de la musique d'Heroic Fantasy à tout jamais. Et pour ainsi dire, Conan le Barbare, aujourd'hui, on se dit pas, tiens, j'ai trop envie de regarder Conan samedi soir, quoi. Non, mais faut Non, être c'est franc. sûr, c'est clair. Donc, ouais, des exemples, il y en a plein. Oui, Ouais, oui, ouais, ah ouais. oui, carrément. Selon vous, quel film aurait dû être ou aurait pu être fait au format série et inversement? Quelle série aurait dû ou pu être fait au format film? Oh, 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 oh. Il y a plein de choses qui viennent dans ma tête. Alors, quel film aurait pu ou dû être en série? Je pense qu'on en a peut-être déjà un peu parlé, mais toutes les grosses sagas, en fait, parce que forcément, on en veut toujours plus. Pendant 20 ans, on a entendu que Les Seigneurs des Anneaux aurait dû être une série, sauf qu'à l'époque, ça se faisait pas. Et finalement, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on a eu ce qu'on a eu, et on sait jamais comment ça peut se passer autrement. Bah, comme on voit, comme certaines séries finissent, ouais. Mais alors moi, c'est marrant, hein, directement comme ça, je pense à Dune. Alors, tu vas mieux en parler que moi, hein, c'est clair. Mais alors je sais que ça va quand même être une série, enfin, ils vont adapter quelque La chose en série série. arrive, mais ce sera pas l'histoire. Mais ça aurait pu, tous les trucs un peu larges, un peu denses, forcément, bah, on se dit qu'en série, il y a plein de choses à faire. Après, par contre, le revers de la médaille, c'est que bah, on connaît l'inconvénient de la série, hein. On a Tous tous un dans le exemple. cœur, on a tous dans le cœur une série dont on était fan et qui est partie complètement en cacahuète et qu'on est dégoûté Qui a et fait qu'on la, peut plus la voir, saison quoi. de trop, ou les saisons de trop, mais ouais, ouais. Alors après, s'il faut trouver vraiment un exemple pur et dur, ah bah si. Alors j'ai un exemple. Alors c'est un peu un cas d'école parce qu'il y a les deux, mais je vais parler de Camelot. Parce il y a eu tellement de changements de format entre le début, un petit peu imposé par M6, d'avoir des sketchs de 10 minutes, pas plus, le format qui évolue au fur et à mesure pour finir avec le livre 6 avec des formats 1 heure, hein, et finalement le cinéma. Je trouve qu'Astier, là où il est au sommet de son art et où il maîtrisait son format, c'était pour le livre 6. Les formats 1 heure, je trouve que le livre 5, livre 6, c'est la meilleure chose qu'il ait faite. Et le film est très dense, va très très vite. Et ce film, ouais, c'est un exemple que j'aurais aimé voir en série. J'aurais préféré qu'il propose une saison de 10 épisodes d'1 heure plutôt que ce qu'il a fait en 2 heures. J'ai pas beaucoup d'exemples de séries qui auraient pu être en film parce qu'en série, forcément, on prend le temps de nous décrire les choses et tout, donc on se dit, il faudrait trouver l'exemple d'une série qu'on a trouvée trop longue et qu'on aurait voulu raccourcir, mais du coup, on n'a plus l'identité. C'est vrai que c'est compliqué parce que maintenant, je trouve aussi les deux formats se mélangent. Maintenant, de plus en plus. On a des séries avec des épisodes qui durent et qui font presque des courts-métrages, certainement. Enfin, qui prennent le parti de faire certains trucs comme ça. Et on a des films qui se rallongent et qui deviennent de plus en plus des séries. Je pensais à Killer of the Flower Moon de 3h24, Oui. je m'en suis pas remis. Le film est excellent, mais putain, ouais, on allonge les films, on met plein de choses dedans pour faire un peu comme les séries, Bah ouais. et du coup, c'est un peu délicat maintenant, parce que tout se mélange, je trouve. Mais bah, c'est vrai que les films qui auraient pu être des séries, c'est vrai que tu parles de Dune, mais en fait, je pense que c'est commun à beaucoup d'adaptations. Parce que, je vais pas citer d'exemple, mais un livre, forcément, ça fourmille de détails. Parce que c'est transcrit comme ça, c'est fait comme ça, il se passe énormément de choses dans un livre. Et foutre ça sur pellicule, c'est compliqué. Et du coup, il y a toujours des partis pris qui sont faits. Le Seigneur des Anneaux, c'est magnifique. Pour moi, c'est à mon sens la meilleure adaptation qui a été faite. Mais il y a quand même des choses qui sont passées à la trappe. Ouais. C'est obligatoire, en fait. Sinon, on fait des films de 4h30 et on en fait... Non, il y en a un qui a...
Non, ils sont pas loin. Mais non, sinon voilà, on pourrait faire 6 films. On aurait toujours des choses à raconter en fait. C'est ça le truc. Les adaptations de livres au cinéma, ça aurait toujours un peu pu être des séries. Oui, toutes Après les grandes voilà, sagas. et le souci maintenant, je repense à vos questions inverses. Quelle série aurait dû être des films? Aurait dû, j'ai pas d'exemple. J'ai clairement pas d'exemple. Mais bon, il y a des choses en série. Le problème, c'est qu'on prend toujours le temps d'expliquer plein de choses, et du coup, bah. Bah, ça fait partie de l'identité du truc, donc c'est difficile de Ça trouver fait une partie du série. truc, ouais. Après, Ouais. par exemple, récemment, j'ai regardé Euronor. Je parle de la saison 1, pas de la saison 2, parce que la saison 2, j'ai trouvé ça nul. Mais la saison 1, ouais, ça aurait pu être un film. Ça serait tenu dans un film, je pense. Après, le problème, c'est que maintenant, les séries, on a toujours l'habitude d'avoir ce truc un peu distendu, où on va présenter des persos, on va prendre le temps de raconter des trucs, on devient très narratif, voire introspectif, même des moments avec des silences et tout. Des choses que vous voyez pas dans les films, et du coup, on a pris l'habitude de ça, donc. Et puis pendant pas mal d'années aussi, c'était un peu le gage de qualité de dire ouah, cette série elle est tellement bien que ça aurait pu être un film en fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Les séries elles ont des identités à elles qui C'est prennent le ça. temps de développer des trucs qu'on voit pas au cinéma et finalement, bah non, il y a des séries que, au contraire, les séries qu'on aime bien et dont on est fan, bah on n'a pas envie de les voir débouler au cinéma quoi. Bah non, En parce tout qu'on n'a cas, pas envie. moi, On n'a pas envie de charcuter le bordel à dire bah attends, ça tu coupes, ça tu coupes, ça tu gardes. c'est pas le même rythme. Voilà, c'est pas le même rythme, et du coup on se dit ah putain non mais non, tu peux pas faire ce tri. Et d'un côté, quand j'ai vu des films au cinéma, dire en faire une série là-dessus, ouais si les trucs à univers à la limite, comme on parlait des sagas, ouais c'est vrai que des fois on aurait juste fait pas 35 films sur un univers, on aurait fait une série, pourquoi pas. Mais j'ai pas Peut-être. d'exemple en tête, ouais. Ouais. C'est compliqué, elle est délicate cette C'était question. la question compliquée. Désolé, on espère avoir quand même répondu. Quels sont les acteurs ou réalisateurs qui font véritablement vivre et progresser le cinéma de nos jours, selon vous? Direct, blanc, Wes Anderson. Je l'ai mis. Non, oula, qui font progresser le cinéma. Alors déjà, qu'est-ce qui fait progresser le cinéma aujourd'hui? Donc forcément, ça sera pas tout ce qu'on vient de dire avant, toutes les grandes sagas, tous les grands univers, bah ça sera pas ça, déjà c'est clair. Alors je vais choisir la facilité, je vais commencer à parler des acteurs plutôt que des réalisateurs. Enfin, au jour d'aujourd'hui, on a quand même des acteurs qui arrivent à faire de grandes performances quand même. Je pense à Matthew McConaughey notamment, qui arrive à faire... Putain, je parle que de lui, merde. Euh, Tu l'aimes, je ne Clément. l'ai... Non, non, je parlais... Et en plus, je voulais pas parler d'Interstellar, bordel. Mais en le disant, j'y ai pensé. Non, je pense à son rôle dans True Non Detective. mais on pense tous forcément Voilà. à ça. Où il a été légendaire, et je pense qu'il y a du coup aussi Woody Harrelson qui donne la réplique, qui là-dedans il joue super bien et qui arrive à faire franchement des bonnes perfs quand même, enfin faut Mm. dire ce qu'il y a. Hein. Tout à l'heure je parlais de Killers of the Flower Moon de Scorsese. C'est pareil, DiCaprio, je le trouve quand même, on aime, on n'aime pas. C'est marrant, j'ai pensé à lui direct quand on a eu la question. Je trouve quand même que c'est un acteur, bon d'accord, il a peut-être souvent un peu le même jeu d'acteur, mais je trouve quand même qu'il arrive à faire ça très bien quand même. Enfin, je pense qu'il y a encore des gens qui en ont sous la pédale. Tu vois, par exemple, en réalisateur, je pense à, du coup, logiquement à Scorsese. Scorsese, avec la carrière qu'il a eue et qu'il sorte encore des films, je trouve ça assez fort d'arriver quand même encore à marquer le coup à son âge quand même. Je pense à Spielberg, qui, pareil, Spielberg, avec la carrière qu'il a eue, il nous fait Ready Player One, et Non mais c'est génial. j'allais en parler. En fait, Voilà, c'était- Merde, je te coupe l'herbe sous le pied. Non, C'est mon mais tour. non, mais justement, c'est intéressant. Mais continue. Mais voilà, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des gens qui arrivent à faire des choses nouvelles, des choses un peu folles. Même en tant que Français, on peut parler, je vais te le voler aussi, Julia Decormeaux, Bah, j'allais le dire. Voilà. qui arrive en étant un hommage, à faire un truc de nouveau et à sortir des sentiers battus. Et ce qui est bien, ce qui est là où je trouve que je suis quand même je trouve que c'est quand même assez optimiste tout ça. Il y a des nouveaux réalisateurs qui déboulent et qui arrivent déjà, malgré leur jeune carrière, à nous mettre des calottes dans un premier temps. Donc ça c'est bien, mais après faut que ça perdure. Mais qui ont déjà un style et qui ont déjà un certain succès aussi. C'est ça qui est cool. On a fait Boys Afraid. Ouais. Ari Aster, c'est un exemple quand même. Il a fait 3 films, mais il a quand même mis des claques à pas mal de monde. Julia Decormeaux, c'est pareil. Elle a pas fait non plus des millions de films et elle arrive à bouger le cinéma. Après, ça, c'est pas des gens qui s'imposent comme des références. Donc, Ouais, mais si on prend vraiment la question littérale, progresser, c'est ça. ouais, C'est là où dans les acteurs que tu as cités, c'est pas forcément des nouveaux acteurs. non. C'est pas des jeunes, entre guillemets. Dans les jeunes acteurs,
En fait, c'est assez particulier là, la mode qu'on a actuellement parce qu'on a les acteurs qui ont la cote, c'est plus les gros musclés de l'époque, Non. qui étaient pas forcément des bons acteurs, tous ces musclés de l'époque. Aujourd'hui, Non. Ils jouaient plus sur leur physique que sur leur jeu les, d'acteur. les beaux gosses du moment, c'est Tom Hiddleston, c'est Timothée Chalamet, c'est, je sais pas, Adam Driver aussi qu'on Mm. peut mettre dedans, bon, même s'il fait partie des musclés quand même, lui. Oui, les standards ont changé. Mais les standards Ça... ont un peu changé, et c'est pour ça que je pense à eux, dans les jeunes, entre guillemets. Ils nous proposent quand même quelque chose de nouveau, finalement. La nouvelle image du mec cool, c'est plus la même qu'on avait avant. Est-ce que c'est peut-être pas ça la progression? Je sais pas. En acteur, je pense à ça. En réalisateur, bah, tu m'as piqué mes deux, hein. J'avais parlé de Julia Decormo et d'Ari Aster, forcément. Alors après, comme tu l'as dit, enfin, on n'est pas sur un blockbuster, oui et non, on est quand même sur du gros film. Et on n'est pas sur le truc Non, vraiment oui, d'auteur. oui, oui, oui. Mais ça, ce genre de choses, ça peut faire progresser, ouais. Parce que ça en parle beaucoup. Après, j'ai toujours peur dans la progression, là. Dernièrement, j'ai vu Triangle of Sadness, le nom en français. Sans filtre. Sans filtre, merci. Et j'ai un peu peur qu'on tombe qu'on regarde un peu toujours le même film, dans cette nouvelle mode. Vu que ça fait des effets de mode, dès qu'il y a un truc qui marche, je pense à Parasite notamment, on va reparler du même sujet souvent. Alors ça n'a rien à voir avec la réalisation ou les acteurs, c'est juste un sujet à la mode. Oui, c'est sûr que quand il y a un film qui marche, il y a toujours la volée de trucs qui arrivent derrière, qui ressemblent, qui font écho. Oui, je suis d'accord. Ouais. Après, je pense notamment, moi, les films qui ont mis des grosses calottes aussi, et du coup, maintenant, les gens s'en inspirent. Il y a des films d'animation maintenant qui prennent la place. Je pense aux deux derniers Spider-Man de chez Sony, Ouais, ouais. Enfin, alors non, c'est New Generation en français, mais c'est pas le même titre en anglais. Mais voilà, où la réalisation est juste dingue. Ouais, Voilà. Et en carrément. fait, on fait péter tous les verrous techniques qu'il y a avec la prise réelle. On est en animation et on y va à fond les ballons. Et c'est pas dégueu parce qu'on. C'est pas de la CGI incrustée dans du vrai, c'est pas du vrai dans de la CGI. Ça marche du feu de Dieu. Du coup, ça, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est frais et ça apporte quand même quelque chose, ce genre de choses. Et pour faire écho à notre sujet, à notre question précédente, qu'est-ce qui fait progresser le cinéma aussi? Alors, autre que les acteurs et les réalisateurs, mais c'est aussi les séries finalement. On l'a dit tout à l'heure, mais finalement, ce qui fait progresser le cinéma ces dernières années, mais c'est peut-être un peu ça, hein. C'est cette concurrence invisible qui n'existait pas à l'époque et qui aujourd'hui, bah, clairement, mais c'est même plus de la concurrence. Enfin, les personnes abonnées à Netflix, il y en a beaucoup qui ont arrêté d'aller au cinéma, je pense, hein. Oui, oui, bah bien Ou sûr. alors ils y vont que pour les trucs exceptionnels, les Avatar 2 et compagnie. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça, hein. D'ailleurs, le cinéma a eu peur, hein. Oui, encore aujourd'hui, hein. Et encore aujourd'hui, oui, oui, bien sûr. Mais ça permet peut-être de le faire progresser et d'aller chercher. Alors, dans le bon Ben, je sens, j'en pense que sais c'est ce rien. qui restera au final. Enfin, ça c'est un avis plus général, mais je pense que dans cette heure actuelle où en gros au Cinoche, il y a les deux trucs qui se tapent sur la gueule, c'est les trucs un peu nouveaux, un peu barrés et qui ont de très bonnes idées. Et les gros trucs, les gros rouleaux compresseurs, c'est la 36e suite du même univers. Je pense que ce qui restera, bah, ça sera les idées au final. Enfin, clairement, je pense que les séries ont fait du mal et les gens vont au cinéma que pour les gros trucs. Et je pense qu'en fait, ça tire vers le bas, ça quand même un peu. Du coup, je pense que ça marque aussi bien les choses. C'est que quand il y a un truc exceptionnel qui sort, bah ouais, c'est quand même repéré. Après, le souci qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est que ces trucs-là sont pas forcément des succès commerciaux de fou. C'est des succès critiques, bien évidemment. Mais et je pense que je vais être assez optimiste. Je pense qu'on arrivera plus dans ces trucs-là plus tard. Ouais, peut-être. Peut-être. Dans la réponse que tu as apportée aussi, il y a un truc, tu as parlé de Spielberg, c'est quand même fou de parler de Spielberg dans qui fait progresser le cinéma Non mais aujourd'hui, quoi. c'est absolument dingue. Comment on a pu avoir tous les deux l'idée de répondre déjà lui en premier, quoi. Mais voilà, moi Ce mec est quand même exceptionnel. Enfin, enfin, il je a fait pense à des Fablemans. films, on n'était pas nés, et il arrive encore à arriver à avoir des idées folles. Et ça tient debout, c'est beau, c'est neuf, Et, c'est. et il nous sort une espèce d'autobiographie camouflée, parce que c'est pas son nom, mais c'est quand même son histoire, mais on saura jamais parce que voilà. Et qui est un film, mais c'est ce qui est fou. On le fera d'ailleurs, Fablemans, qui est sorti l'année dernière. Mais c'est dingue d'arriver à citer lui dans ceux qui font encore Non, mais c'est progresser le dingue, cinéma, oui. quoi. Enfin, Puis surtout qu'en plus, on a le contre-exemple en plus du vieux réalisateur qui se repose un ah, peu sur ses lauriers. on citera pas de nom. James Cameron? Ouais, c'est lui, ouais. Il n'y a pas que lui, mais oui, oui. Une question, je pense, un peu pour toi. Encore?
Ouais, c'est pas marqué pour Jérémy, mais je sais déjà ce que tu vas répondre. Pour vous, qui est le réalisateur le plus surcoté? Ah, bah ouais, mais forcément, je vais répondre Nolan, tu le sais. Bah oui. C'est le premier qui me vient en tête. Alors, c'est le premier qui me vient en tête, mais c'est pas le seul. J'en ai un autre d'exemple d'ailleurs. Le film que tout le monde adore et que j'ai détesté d'ailleurs. On peut revenir aussi un petit peu là-dessus. C'est Guy Ritchie, réalisateur, qui a une aura de dingue. J'ai plein d'amis hyper fans, d'ailleurs certainement dans ceux qui nous ont posé les questions aujourd'hui. Et j'arrive pas à comprendre l'aura de ce truc-là. Quand je le regarde, et alors bon, vous commencez peut-être à nous connaître, mais le côté comédie me fait sortir d'un film instantanément et il en met beaucoup, Guy Ritchie. Il traite toujours de trucs super sérieux, un peu mafieux, un peu... mais d'une façon où j'adhère pas du tout. Et bon, bah Nolan, oui, forcément pour moi, bah ouais, parce qu'à chaque fois que je regarde un film, c'est super bien filmé. Franchement, attends. C'est super bien filmé, il y a toujours des super acteurs, les dialogues sont hyper bien foutus. C'est juste qu'il y a toujours des espèces d'intrigues et de trucs qui auraient pas eu besoin. Enfin, je pense au prestige et au dénouement de ce film. Mais je me dis, mais je suis arrivé à la fin, je dis, mais je me suis demandé si c'était le bon film que j'avais regardé. J'ai rappelé le collègue en me disant, Copie en me chinoise. disant, mais c'est ce film que tu m'avais dit d'absolument regarder, ouais, d'accord, bon. Donc voilà, moi, j'ai Nolan et Ritchie en tête, ouais. Mais c'est que, encore une fois, cette émission, c'est que des choix personnels, hein, des goûts. Ouais, ouais. Alors, du coup, pour ma part, je crois que je vais te surprendre. Mais je vais dire Nolan aussi. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que Nolan, pour moi, c'est un très bon réalisateur, il n'y a pas de souci. Il a fait des films géniaux. Et il a fait aussi des films moyens. On va dire ça comme ça. Le problème, c'est que Nolan, il est arrivé maintenant à avoir cette notoriété ou cette fanbase de dire on va aller voir un Nolan. Et je trouve que au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus trop ce truc-là. Il n'y a plus Ouais. trop ce truc, je vais voir un film de. Alors bon, je citais Scorsese, c'est peut-être encore l'un des derniers, peut-être qui fait ce genre de choses, mais Scorsese, il a une carrière, il a fait 150 millions des films. Nolan, il n'a pas non plus une carrière extrêmement longue, il a quand même une grande carrière, je dis pas, mais maintenant les gens, par exemple ça m'a choqué avec Oppenheimer, Oppenheimer c'est quand même un biopic. C'est un film déjà, c'est un style très particulier que je n'apprécie pas forcément, et où il y a déjà eu de tout. Il y a eu des bons, des dégueulasses, il y a eu de tout. Nolan, par exemple, quand il a sorti Oppenheimer, c'était un biopic sur le mec qui a fait la première bombe atomique, et il y a des gens qui sont allés voir parce que c'était un Nolan. Et je trouve Mais- ça... Nolan, il a fait de tout. Il a fait Inception, qui avait vraiment décollé sa carrière. C'est pas son premier, mais c'est vrai qu'Inception, c'est le Ouais. blockbuster... pour moi, c'est un peu l'image du blockbuster ultime. C'est le film d'action où il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger, c'est très beau, ça claque. C'est encore une fois, la musique, elle est parfaite dans ce film, ça colle trop bien au truc. Et il a eu cette aura de dire, je vais aller voir un Nolan. Les gens étaient déçus, par exemple, avec Tenet, je me souviens, quand il est sorti. Les gens disent, oh, je vais aller voir Nolan, c'est le dernier Nolan. Et personne s'est questionné sur de quoi parlait le film. T'as raison. Les gens se sont pris une taloche, ils ont rien compris au truc. Et ils disent, oh, j'avais vu Nolan, mais j'ai rien compris. Et je me suis dit, bon, bah, du coup, la hype va peut-être redescendre un peu. Non, la mayonnaise, elle est toujours là, quoi. C'est Mais Oppenheimer sort, les gens disent, je vais aller voir le nouveau Nolan. Ils disent même pas, je vais aller voir Oppenheimer, ils disent, je vais aller voir Nolan. et la promo est faite comme ça et à aucun moment, j'ai vu aucune promo où on nous a dit c'est un biopic. Non, ouais. Découvrez carrément. la vraie histoire de machin, ça ne s'est pas Ça- du tout passé comme ça. Mais jamais. Comme tu l'as dit, c'était le nouveau Nolan. C'est... Il y a un autre réalisateur qui est encore là, hein, plus ou moins encore là, mais Je sais de qui tu veux c'est parler. Tarantino. Ah, j'avais pas parlé de lui. Oui, c'est vrai. On sait rarement ce qu'on va voir et Oui, à et chaque fois on dit Tarantino, on va en voir plus, la Tarantino. promo, elle est faite vraiment que sur son nom. Et d'ailleurs, c'est clair. moi, bah, je fais partie de ceux qui n'adhèrent pas du tout à ça, mais Oui. je peux aussi dans les surcotés, je peux le mettre, mais alors là, je vais me prendre des caillasses. Mais ouais, je suis pas Non, fan. mais Tarantino, c'est vrai que peut-être c'est que pareil, ça viendra, peut-être c'est un peu style. c'est peut-être un peu surcoté aussi, parce que c'est vrai que il a fait aussi des films légendaires et il a fait aussi des trucs, je vais pas dire expérimental parce que c'est pas du tout le mot, mais plus clivant. T'en avais un autre Je hein pensais pas que t'allais parler de Nolan, je pensais que t'allais parler de Ridley Scott, tu vois, Ah, avec oula. son Napoléon qui vient de sortir. Et pareil, Ah, la c'est- promo est axée sur. Vous avez vu, il y a Ridley Scott et il y a Joaquin Phoenix. Et, Ouais, mais sauf que là, en appelant son film Napoléon, on n'a pas le doute sur le biopic. C'est ça le problème. Et C'est vrai. c'est peut-être ce qui lui a fait du mal aussi. Peut-être oui. Alors, moi, on l'a pas encore vu. Je ne l'ai pas vu, mais Ridley Mais- Scott, j'ai vu d'autres films de lui. Et pareil, du bon, de l'excellent et du pas excellent du tout. Et pareil, ça fait un peu partie des trucs surcotés. Mais vraiment, en réalisateur le plus surcoté, Nolan. Ouais. Ouais, Même mais si du je suis coup, fan. C'est marrant que tu dis ça alors que t'es fan. Non, mais je suis fan. Il a fait des trucs pour moi qui sont légendaires. Et pareil, tu vois, bah, Tenet, c'est un film que j'ai bien aimé.
c'est cool. Je l'ai revu en plus, parce qu'il passait à la téloche, et j'ai trouvé ça bien. Après, il n'y a pas à se taper le cul par terre. Enfin, voilà. Je pense à Dunkerque, par exemple, tu vois, c'est un bon exemple. Je pense à un cas d'école. C'est Dunkerque. C'est un film. C'était le film qu'il a fait après Interstellar. Interstellar, pour moi, c'était la mec. Même pour des gens qui n'ont pas aimé de la SF, ils ont dit que c'était bien. Bon, je me suis dit, bon, bah, le succès a été là. Et il a fait Dunkerque. Dunkerque, pour moi, qui est un très bon thriller, qui est vraiment avec des enjeux sur le temps qui sont bien et tout. Après, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé ça génial, pour plein de raisons. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, bah, ouais, bon, la mayonnaise passe. Enfin, ça monte pas Ouais. deux fois, quoi, hein, clairement. Voilà, Nolan, je trouve que c'est vraiment. Il y avait vraiment une grosse Bon, fanbase, et tout le monde dit, oh, c'est le nouveau Nolan. Voilà, c'est bon, surprenant, on est mais c'est encore cool. d'accord du coup. Quels sont les genres cinématographiques qui vous touchent particulièrement et y a-t-il une raison à cela? Bon, bah, je vais dire la science-fiction, déjà. De base, ça, c'est mon truc de cœur. Enfin, voilà, c'est. Quand je lis des livres, une fois sur deux, c'est de la science-fiction. Quand je regarde des séries, alors pas une fois sur deux, parce que après, série en film, il y a moins à boire et à manger que dans les livres. Mais bon, la science-fiction, tout le monde l'aura compris. Pourquoi la science-fiction? Très bonne question. Je pense que c'est un peu un souvenir de gosse, les vaisseaux spatiaux, Piu Piu, les Star Wars, tu vois, c'est vraiment le truc. Non, mais je suis pas un ultra fan de Star Wars, mais je pense que quelque part, ça m'a marqué. En fait, quand tu regardes ça quand t'es gosse, c'est un peu. Oui, ça fait partie de ton Ça, truc. c'est l'espace, la conquête spatiale, les fusées et tout, tu vois, ça fait un peu partie du truc. Est-ce qu'il y a ce côté un peu régressif? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans la SF, c'est vraiment le côté où il y a. Déjà, c'est un style qui permet beaucoup de choses. Et souvent, derrière le fond de dire, ouais, il a pris son vaisseau spatial, il est sur une planète, il a fait ci, il y a toujours, je trouve, des idées intéressantes, quand c'est bien branlé. Après, ça, c'est vraiment le côté littérature, hein, parce que des fois, au cinéma, c'est Ouais, beaucoup plus terre à terre. Mais dans un côté cinéma, par exemple, j'ai un exemple, District 9. District 9 de Neil Blomkamp, qui est un film d'SF qui m'a retourné. Moi, je allais le voir en pensant, je vais voir un blockbuster avec un mec qui tire sur des aliens. Je me suis pris une calotte. Le film qui commence par un documentaire déjà. Mais génial. C'est dommage après que ce réalisateur, c'est que il a pas transformé l'essai. C'est un peu plus dommage. Mais voilà, il y avait ce côté SF, il y a des extraterrestres et tout. Mais il y a tout le côté derrière en fait. Comment on a réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on les traite? Est-ce que nous, on ferait pareil? Est-ce que ça se tient? Est-ce que ça se tient pas? Est-ce que c'est utopiste? Et ça, j'aime bien ce côté SF. Après, ok. le deuxième film aussi qui me plaît le plus, c'est tout ce qui est indépendant. Moi j'aime bien, c'est le côté artistique du bazar quoi. Ce que j'adore en fait dans les films d'indépendance, c'est que souvent il y a beaucoup d'idées et il n'y a pas beaucoup de budget. Et du coup ils ont eu encore plus d'idées pour y faire passer. Et ça c'est vraiment le truc qui fait le sel du cinoche. La première scène que je me souviens d'avoir vu comme ça un film qui avait pas le budget de ses ambitions on va dire, mais je pense toujours à Alien. Alien où on voit pas l'alien. On le voit tout à la fin. Mais les 50%, enfin les 70% du film, on le voit pas. Il est suggéré. Et je trouve que d'avoir eu cette idée, je trouve que ça sert le propos, mais tellement bien. C'est voilà, ce côté artistique est un peu débrouille, un peu comment on va faire. Bon bah tac tac tac. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je reprends la question, c'est qui vous touche le plus? Alors c'est vrai que le type de cinéma, moi, je dirais, moi, j'adore les trucs tristes. Déjà, j'adore tout ce qui est histoire d'amitié, trucs tristes. Dans les films qui m'ont touché, je me rappelle, je pense au biopic, je repars sur un biopic, je sais que tu aimes pas ça, mais de Stephen Hawking, qui est absolument ouf. C'est une brève histoire du temps, je crois, le film. Et pouah, celui-là, il a marché à fond. Alors, c'est un film, voilà, c'est pas la joie, ça. Là, Non. faut. Mais voilà, ça fait partie des films, j'aime bien moi, tout ce qui est histoire d'amitié, comme ça. Je repars sur Will Hunting encore une fois, mais c'est un film, c'est un film qui me touche. Je trouve vraiment la fin, l'amitié entre Ben Affleck et Matt Damon dans ce film, elle me touche à chaque fois que je le vois, et je crois que je pourrais le regarder une fois par mois, que ça marcherait à tous les coups. Tout comme l'amitié entre Sam et Frodon dans Seigneur des Anneaux, enfin, c'est ça qui me touche, moi, dans le cinéma. C'est plutôt ouais, les histoires d'amitié, et puis bah, les trucs tristes, en règle générale, ouais. Ouais, je trouve que ça marche bien, quand c'est bien écrit, qu'il y a une musique, voilà, ça marche, quoi. De question piège. Attention. Question piège. C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Toute sa force est concentrée dans sa trompe. C'est ça, voilà, c'est la réponse hein, qu'il fallait apporter. Je sais pas qui a posé cette question, mais oui, oui, bah forcément. C'était pour parler de Chabat, non? C'était un prétexte pour parler d'Alain C'est, Chabat? je pense, je pense. Bon, on est tous les deux fans, y a pas de surprise. Bon, voilà, fin. On essaiera peut-être de faire un film de Chabat pour en Oui, il parler. faudrait. Ça Il serait faudrait. intéressant. Après, on est tellement fans, ça va être compliqué d'être... Oui, cet humour-là, La Cité de la Peur, ça reste un truc que... bah c'est du culte quoi. Mais c'est plus... Enfin, voilà, Mais c'est tout, même pas tout, culte. même, tout le reste quoi. C'est au-delà. C'est un style d'humour en fait. Ouais. C'est devenu un style d'humour.
C'était l'humour du mec, maintenant c'est un style, quoi. C'est... Le nombre de répliques que certaines personnes utilisent, ils savent même pas que ça sort de ce film, c'est quand même incroyable. Ouais. Et toute la carrière qu'il a fait derrière, même internationalement, Alain Chabat, tout ce qu'il a pu faire, enfin c'est juste ouf, quoi. Voilà, c'était la réponse apportée à cette question. Peut-on volontairement faire un excellent nanar ? Volontairement faire un excellent nanar, eh ben je dirais non. Non, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire ça récemment. Je pense à des films comme Solo de Star Wars. Oh là là. Ouais. Oh là là. Non mais voilà, des films où tout le monde a dit oh ça va être mauvais et la promo s'est basée sur non c'est juste un nanar de plus, vous inquiétez pas, on vous a fait ça. Bah non ça marche pas en fait. Je pense que la même promo que Sharknado. Mais alors après Sharknado, est-ce que Sharknado est un bon exemple de nanar volontaire quand même. Est-ce que ça peut être excellent ? Je pense que l'excellence du nanar vient dans le fait que c'est pas volontaire. Très honnêtement. Voilà, c'est ça. Je pense que vraiment le très bon nanar, c'est que tout le monde y a cru. Exactement. Exactement. Et ça ajoute un petit côté, tu vois. C'est le. Je pense notamment à Uwe Boll, qui est un. Enfin, voilà, je pense qu'il a une catégorie à part entière dans le nanar. Et le truc, c'est que avec lui, on n'est pas vraiment sur la barrière du nanar volontaire, en fait. On a essayé de faire des choses. Enfin, essayé après plus ou moins de comment dire, de bonnes intentions, mais voilà, je pense que le nanar peut pas être volontaire, non ? Ouais, tu m'as coupé l'herbe sous les pieds, mais c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que volontairement faire un nanar, en fait, non, un film devient un nanar, je pense qu'il devient un nanar, quoique, enfin, c'est vrai que Sharknado, tous ces trucs-là, ça se veut être du nanar, alors après, moi, je suis pas client du tout. Regarder des nanars et dire « Ah, ce film... » Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube et il doit même y avoir du podcast là-dessus, qui ne traitent que de gros nanars. Mais moi, alors c'est vrai que c'est pas... C'est un truc... un site excellent de l'époque, Nanarland, oui, qui les triait d'ailleurs. Ouais. Mais moi, c'est pas le type de film où j'ai pas envie d'aller voir un film que je sais que c'est nul, parce que bon, c'est un peu la définition du nanar, mais je vais pas y aller, quoi. C'est une culture que j'ai pas. Je comprends le délire. C'est comme les jeux vidéo mauvais, enfin, le délire du JDG, c'est ça, en fait. C'est un petit peu ça, le nanar. Oui. Mais je suis pas fan de ça, de cette façon de... Quand le nanar est volontaire, moi je trouve qu'on tombe en fait dans un genre de comédie en fait. On arrive tout de suite un peu dans la parodie. Je fais un nanar. Bah ouais non, c'est une parodie de nanar que tu fais. Parce qu'un nanar, pour moi c'est pas ça, ouais. C'est un film le nanar volontaire, flop, hein. Je pense que c'est le flop. Voilà, on n'a pas voulu rendre cet état et paf, on a fait ça quoi. Donc finalement, on peut pas vraiment. Non, je pense pas. Non. Après, il existe d'excellentes comédies de série B qui se veulent nanardesques, c'est excellent, mais c'est pas un nanar, quoi. Non. Alors, que pensez-vous du changement de rapport de force entre le jeu vidéo et le cinéma ? On en a pas mal parlé dans notre épisode sur Mario, de Mario. J'en ai trop parlé, d'ailleurs. Alors, le rapport de force, je sais pas ce que la question entend par là, dans le sens où on fait des jeux vidéo mieux que les films aujourd'hui, que certains films, on va le redire, mais c'est vrai qu'il y a eu une inversion, en fait. On a eu énormément de jeux pourris, de films à l'époque qui étaient plus ou moins bien. Avant, tous les films avaient le droit à un jeu vidéo, c'était souvent nul. Ensuite, on a eu le jeu vidéo qui a explosé parce que technologiquement, on a les moyens aujourd'hui de proposer des jeux vidéo qui sont des films et c'est de la folie. Et qui ont des scénarios, des fois, même très souvent, beaucoup plus travaillés que la plupart des films qu'on nous propose au Cinoche. Et du coup, derrière, on veut en refaire des films, en reprenant ce scénario, ça se mord la queue, on en a marre. On comprend plus rien. Voilà. Alors finalement, cette année-là, c'est un peu particulier, parce que je trouve qu'on a eu, en tout cas, 2 jeux adaptés de films qui sont bons, en fait. Alors à mon goût, mais je pense à Hogwarts Legacy, qui reprend l'univers Harry Potter. Alors adaptation... Ouais, on est sur un on n'est pas sur une adaptation de film, je parle de licence. Oui. Un jeu en règle générale. Mais finalement, aujourd'hui, on est plus malin que ça. On nous a pas fait un jeu où on était Harry Potter et on traversait les films un par un. On nous a fait un jeu qui se passe bien avant, une sorte de... On appelle ça Old Republic quand on est fan de Star Wars. Et je pense aussi à Avatar, qui vient juste de sortir, et je suis dessus, et je trouve le jeu absolument génial. Et c'est là pour le coup une adaptation de film. Alors c'est pareil, ça se passe pendant le film, mais on n'est pas Jake Sully. Ils sont plus malins que ça en fait. C'est parce qu'ils réfléchissent et ils se disent on n'a pas envie juste de revivre le film. Le film il est ce qu'il est. Aujourd'hui on nous propose des jeux vidéo qui sont dans l'univers. Alors c'est pas tout le temps réussi, je dis pas ça. Mais ouais, alors le rapport de force, compliqué. Je sais que Last of Us a eu beaucoup de succès, la série, je l'ai toujours pas vue. J'ai pas vu non plus. Je suis hyper fan des jeux, mais du coup j'ai pas envie d'y aller. Alors dans un autre
tout autre exemple, je pense à Witcher, où je ne comprends toujours pas le succès de cette série. J'ai vraiment plein de gens dans mon entourage qui sont fans, hein, et qui pourtant connaissaient le jeu, et je ne comprends Ouais, pas. c'est Là, c'est je comprends pas. particulier. Ouais. Ouais. Pas ce que t'en penses de tout ça. Bah, c'est vrai que tu l'as dit, hein, le rapport s'est complètement inversé. En fait, ce qui a changé dans le jeu, c'est que c'est devenu très. Je vais pas dire le jeu est devenu très narratif, mais le jeu est devenu bon dans sa narration, en fait. Parce qu'on a des jeux qui ont pas non plus des narrations de fou, mais le scénario et comment s'est branlé le jeu maintenant, ils sont devenus très bons, en fait. Ouais. Il y a toujours des jeux bas du front, clic-pampan, hein, de toute façon, ça reste Et un jeu puis, vidéo. et puis Hein. il faut, tant mieux. Il faut, Enfin, et en fait, il en faut pour tout le monde. Mais on arrive maintenant avec des jeux, avec vraiment des grosses aventures, du mode solo de fou, en fait, parce que c'est ça aussi qui est devenu, c'est qu'on a des on a des jeux qui sont devenus longs moi, aussi. je pense à A Plague Tale, là, quand on parle de. Enfin, clairement, ça aurait pu être un film, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et peut-être que ça va arriver, alors j'ai pas envie, parce Mais qu'à tu vois, chaque fois on est déçu, mais. La saga, moi je pense surtout, quand je parle de ça, c'est surtout les Tomb Raider et les Uncharted. Enfin, dans les deux, on s'est inspiré de tout ce que le cinéma avait de meilleur, on l'a fait aux jeux vidéo, et c'est vrai que c'est marrant, c'est que maintenant On fait des films on arrive à dessus. faire des films. Alors je pense que le rapport de force, je le vois un peu comme ça aussi, c'est que avant le jeu vidéo c'était un peu le truc mis à l'écart où c'était un peu bof et on n'avait pas d'idée et des fois on faisait ça. Aujourd'hui, c'est devenu un art Et tellement populaire. maintenant en fait c'est l'inverse. Quand tu vois qu'on fait un film Uncharted, mais, mais les gars, que vous avez pas d'idée. Et puis, alors Putain, aussi. et puis un film Uncharted qui reprend les scènes du jeu. Putain, merde. C'est vrai que pour parler de popularité aussi, le jeu vidéo, il s'est tellement démocratisé qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de gens qui jouent aux jeux vidéo que de gens qui vont regarder des films. C'est possible. Non, on y arrive. En tout cas, qui ont cette passion-là. Dans ce créneau-là, ouais. Qui ont cette passion-là d'aller chercher des films et tout, bah non, ils vont plus aller chercher, tiens, il y a le nouveau GTA qui sort, je vais aller l'acheter, quoi. C'est plus facile, c'est plus répandu en tout cas. Oui, bien sûr. Donc, pour répondre à cette question, je pense que l'un inspire l'autre, ça continue, et on va voir où ça nous mène, mais je suis jamais joasse en tout cas d'aller voir. J'ai jamais envie d'aller voir une série ou un film adapté de jeu. J'ai toujours pas le truc qui m'a. Le truc, c'est qu'aussi, historiquement, on a toujours été déçus. À part Super Mario, finalement. À part Super Mario. Un bon exemple. Oui. Hein, ils se sont bien démerdés. Mais alors, à part celui-là, on n'a pas beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Hein. Ah bah non. Ouais, on verra où ça nous mène. Hein. Bah, j'ai vu qu'il y avait Gran Turismo qui était sorti là, mais enfin. Alors, je n'ai pas regardé les critiques. Gran Turismo qui est complètement. Et malheureusement. Complètement méta, en plus avec une histoire vraie. Oui. Ah oui, parce que le gamin joue aux jeux vidéo dans le film. Le gamin joue aux jeux vidéo dans le film. C'est inspiré d'une histoire vraie en fait. C'est que il y a un concours qui avait été organisé sur Gran Turismo pour pouvoir après conduire des vraies bagnoles. Ah oui, voilà. Alors, le truc écrit par un stagiaire de 8 ans. Mais non, mais ouais. On avait déjà eu le film Need for Speed. En plus, et je le savais même pas. Non, mais non. Enfin, ça, non, clairement, non. Non, voilà. Ouais, Après, par contre, l'inverse, je trouve qu'il peut encore se passer des choses. En jeu vidéo, on nous propose tellement des choses différentes, que ce soit du shooter, du narratif, du stratégie, il peut y avoir plein de choses. L'avantage, c'est que quand on a une adaptation sur un jeu vidéo d'un film, maintenant, c'est assez intelligemment fait, qu'on va prendre un peu de recul, on va pas forcément faire les scènes du film, on va rester tranquillou de son côté. Il y a toujours des trucs qui reprennent, mais quand même, c'est fait intelligemment maintenant. Ouais. Alors que par exemple, les films qui sont faits d'un jeu vidéo, là, c'est pas intelligemment du tout. On a dit, on va faire les mêmes scènes, vous allez voir, ça sera la même chose au cinéma. J'en pense à Uncharted, la scène de l'avion où il a accroché dans le vide, tu te dis, putain, mais. Et c'est marrant, Harry Potter, c'est un peu, ça peut être intéressant d'en parler parce que on a eu les préquels là, je me rappelle plus, non, je suis pas assez fan d'Harry Potter. Les Animaux Fantastiques. Merci. Alors, il y a eu l'accueil plus ou moins mitigé. On sait qu'HBO bosse sur la série Harry Potter qui va nous raconter l'histoire d'Harry Potter, de ce qu'on en sait actuellement. Et finalement, j'avais déjà eu la discussion avec une autre personne, mais Hogwarts Legacy nous raconte quelque chose qui s'est passé bien avant, mais c'est peut-être ça que j'aurais aimé voir en série. Mais je suis totalement d'accord. Racontez-nous l'histoire des maisons, de Serpentard, de machin, des créations des maisons. Racontez-nous, je sais pas, une genèse qui se passe je ne sais pas combien d'années avant, mais ne refaites pas la même chose en fait. Puis surtout que l'univers tient suffisamment debout. Mais ouais. Enfin, je comprends pas. Ouais, c'est dommage. Et puis tu vois, on en parlait avec l'histoire des reboots. Putain, mais merde, vous avez pas d'idée en fait. Ouais. C'est ça qui me saoule, moi. Tout ça pour dire que finalement, le jeu vidéo, des fois, en tout cas ces dernières années, a largement plus d'idées que le ciné ou les séries. Voilà, quoi. Ils ont eu l'habilité de nous proposer quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de savoir, quoi. Si en plus on apprend des choses, c'est le top, quoi. Alors là, il n'y a pas ton nom, mais c'est pour toi. Qu'est-ce qui fait un bon film de SF ?
Ah, c'est marrant, c'est d'autant plus marrant cette question parce que dernièrement on en a vu des très bons. Je pense à Mars Express, on l'a parlé tout à l'heure. C'est vraiment excellent. Qu'est-ce qui fait que ça tienne debout? Je pense, mais après ça c'est plus commun à plein de films quand on n'essaie pas forcément de prendre les gens par la main et de leur expliquer des choses en disant t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Déjà ça de base, mais ça marche. C'est pas Ça, applicable qu'à la SF. ça marche pour tout. Ça marche pour tout. J'aime pas forcément ne pas comprendre les choses. C'est pas un truc, tu vois, il y a des trucs cachés de partout, il faut regarder 150 fois le truc pour comprendre. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Mais j'aime bien quand c'est subtilement amené les choses. Enfin, voilà. Des arcs narratifs où on n'a pas un gros zoom, où on n'a pas quelqu'un qui t'a dit t'as vu là-bas, j'ai rangé ça, hein, t'as vu, je l'ai mis. Et puis à la fin, ça resserre. Oh putain, non, 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 non. Après, qu'est-ce qui fait un bon film de SF? Je pense, c'est quand il y a des enjeux derrière, en fait. Moi, je pense souvent à ça. La SF, c'est ça que j'aime, c'est si c'est juste une histoire de d'action ou d'enquête ou quoi que ce soit, où derrière, en fait, ça aurait pu se passer dans n'importe quoi et il n'y aurait pas forcément d'enjeu, bah ouais, je suis pas fan. Tu vois, il faut quand même un petit truc, il faut quand même un petit twist, il faut quand même un petit enjeu en rapport avec le contexte, je trouve. C'est Mm. ça qui fait un peu le sel du bordel. Notamment, District 9, c'est vraiment un bon exemple, je pense, de film de SF assez abouti et final qui est très accessible à tout le monde. Ok, il y a des extraterrestres, mais on n'est pas juste là pour nous filmer une énième guerre, quoi. On n'est pas là pour filmer une histoire d'amour, une enquête. On n'est pas là pour ça, non. On va filmer vraiment comment ça s'est passé, clac clac. Pareil, la SF aussi, on n'est pas obligé d'expliquer toujours des enjeux scientifiques. Là. On prend pas le tableau blanc. Alors voilà, Mais ça c'est telle équation. Le vaisseau il vole parce que j'ai fait ça. Tu vois, non, bon. Ce qui fait de bien, c'est quand il y a quand même des enjeux derrière, en fait. Quand le contexte de SF fait des enjeux. je comprends ta réponse et elle est totalement logique parce qu'elle va à l'inverse de ce que. Alors moi, forcément, je suis pas super fan de SF, mais tu l'as dit, on a beaucoup de films qui se passent dans un contexte de SF, mais qui sont simplement une histoire d'amour, une enquête policière, on en a eu un milliard. Mais tous ces trucs-là, finalement, moi, je les aime parce que, mais comme tu le dis, ils pourraient se passer dans un tout autre contexte. Je pense à Passengers, notamment, là, qui est en fait simplement une histoire d'amour, mon côté fleur bleue. Mais j'ai bien aimé, en fait, ce film. Alors, j'imagine que les fans de SF ont dû crier au scandale, on présente des vaisseaux, des machins, mais ça n'a rien de tout Mais ça. il a été vendu comme un gros film de science-fiction et Et qui pas n'en est du pas un, en tout. fait. Il y a eu ça aussi, il y a eu l'attente par rapport aux choses. Pour rebasculer sur l'histoire des enquêtes, la saison 1 de The Expanse, mais c'est une tuerie absolue. Par contre, pour moi, elle aurait pu se passer au Moyen-Âge aussi, quoi. Oui, non, bien sûr. Ça reste un policier qui recherche quelqu'un qui a été tué. Oui, Mais mais après, derrière, dans The Expanse, je trouve que c'est ça qui est habile dans cette saison, c'est que les enjeux qui motivent les gens sont purement de science-fiction. Le déroulé, l'intrigue, c'est une enquête, je suis d'accord, mais derrière, quand même, il y a cette histoire de faction, cette histoire de... On s'est fait prendre pour des merdes. Alors oui, je suis hmm, d'accord, ça pourrait se passer ailleurs, mais quand même, il y a ce côté... The Expanse, c'est un truc assez intéressant dans la première saison, c'est que c'est quand même de la hard SF, hein, quand même. Hein. oui, ouais, ouais. C'est du space opéra hard SF, ça va quand même loin. Il y a certaines choses qui vont loin dans le délire. Mais au final, c'est bien. C'est bien foutu. Sinon, regardez Moon. Non, ouais, bah ouais. Je pense que Voilà. là, c'était une question pour toi, donc Oui. voilà. Et puis, pour en revenir aussi, ce que j'aime bien dans la science-fiction, c'est le côté imaginaire. C'est le côté, on a trouvé des concepts intéressants. On n'a pas fait le énième coup de... Enfin, voilà, si je rencontre une espèce alien, bon, bah, c'est pas juste une guerre, c'est pas juste un truc. Non, il y a quelque chose derrière. Oui, ce qui est excitant, c'est aussi l'anticipation. Je pense à Black Mirror notamment. Oui. Ouais, on l'a pas cité d'ailleurs tout à l'heure dans les questions sur les choses qui peuvent se passer vraiment dans pas longtemps et qu'on imagine le futur. Waouh, Black Mirror c'est fort quand Ah, Black même. Mirror, Alors ça allait loin dans le toujours dans le délire. pessimisme, hein, on est toujours, mais c'est quand même très très fort parce Mm. que c'est vraiment très proche. Mm. On n'est pas sur The Expanse. Non, non, c'est Voilà. sûr. Et ben écoute, on arrive à la dernière Dernière question. question. Ouh là là. La chronologie des médias en France. Cinéma, VOD, Canal+, plateforme, streaming, télévision. Qu'en pensez-vous? Question d'actualité un peu récente quand même. Alors ouais, c'est vrai que c'est une question d'actualité. Netflix a tellement changé la donne. On n'aurait pas eu la même réponse il y a 10 ans, quoi. Ça a tellement tout changé, le streaming. Ça a foutu une calotte à tout ce monde-là. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 4 mois en Europe, là? C'est 3 mois, 4 mois en France? Je crois que c'est 4 mois. Les sorties Je après le dirais une cinéma? connerie, mais oui, c'est dans ces eaux-là. Hein. C'est un certain nombre de mois pour Canal, un certain nombre de mois pour certaines plateformes de streaming, et pour la télévision, c'est encore plus de mois. La chronologie des sorties
En France, il y a plusieurs questions dans cette question parce qu'il y a aussi la façon de consommer le média. Quand on est cinéphile comme nous, je suis sûr on consomme pas de la même manière que quelqu'un qui aurait juste envie de regarder une série sur son canapé le soir et qui va pas forcément chercher, qui va prendre ce qui arrive sur Netflix. On le voit, hein, beaucoup de personnes. C'est pas un reproche quand je dis ça, c'est juste que la consommation du média aujourd'hui est faite de telle sorte que beaucoup de personnes vont regarder la même série en même temps et en parler à la machine IKFL le lendemain matin. On voit tous au boulot, je pense qu'on a tous un exemple de ça. Quand on veut rechercher des films, on n'a forcément pas la même façon de faire. On va peut-être encore acheter des Blu-ray ou être inscrit à des sites de VOD ou peut-être encore Canal, je sais pas. Canal est encore un gros acteur de ce genre de choses. Au niveau des sorties, c'est vrai que 3 mois, moi aujourd'hui, je trouve encore que c'est rapide, entre guillemets. Quand on voit, alors on va encore en reparler, mais Marvel qui enchaîne les films et qui fait exprès, des fois, et même très souvent dans sa chronologie, de sortir des films et des séries qui sont suffisamment rapprochés pour qu'on n'ait pas le temps de le voir chez soi, donc on est forcément obligé d'aller le voir au cinéma, c'est quand même stratégique, hein. C'est dingue. On dit, ah oui, mais la série, là, elle va se finir tel jour. Et oui, mais le film, il sort le mercredi d'après. Ah oui, mais alors du coup, faut se grouiller parce que le film d'après, il va sortir 3 semaines après. C'est chaud quand même, hein. Donc ça en fait partie. Ils ont su s'adapter, en tout cas, ils sont malins. Oui, bien sûr. Bah, c'est eux qui ont mis un peu le rythme aussi. Ouais. Hein. Après, ce que j'en pense, enfin, au niveau de la chronologie, c'est surtout, je pense plus à la façon de consommer des personnes plutôt que au timing entre les sorties. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, ce que j'en pense, enfin, comme je vois la question, c'est vrai qu'en France, on a une chronologie qui est assez bien définie. On a beaucoup d'obligations, enfin, le pays dans lequel on vit, c'est comme ça. Après, moi, je trouve ça quand même assez bénéfique d'avoir des durées imposées, parce que par exemple, pendant le Covid, toutes les plateformes ont essayé de foutre, notamment aux US, les films en sortie direct en streaming et au cinéma. Et je trouve que c'est pas pour faire mon vieux con, mais je trouve que les films n'ont pas la même vie après leur sortie quand on part dans ce truc-là. Le truc de pouvoir les consommer en streaming direct et de tout avoir d'accessible, je trouve ça pas forcément bénéfique. Je trouve que ça réduit un peu la qualité du média. C'est devenu du jetable. C'est la même révolution qu'il y a eu dans le monde de la musique avec l'émergence des Deezer et Spotify et compagnie. C'est exactement ça. La façon de consommer change. Et le problème du cinéma, c'est que du coup, je trouve qu'on perd quand même quelque chose. Le cinéma, moi personnellement, je trouve que c'est toujours bénéfique de voir un film en salle. Ouais, moi aussi. Au cinéma, il y a des choses que... Bon, d'accord, il y a plein de contraintes à aller au cinéma, je suis d'accord. Mais quand même, on est dans un espace dédié à ça. On va penser que à ça, on va pas penser au reste. On va pas se faire polluer par autre chose. On sera peut-être pollué par d'autres trucs, mais le cinéma, c'est vraiment un temps dédié à un truc. Et ce temps dédié, il y a un réalisateur en face qui va essayer de nous montrer quelque chose. De voir ça direct en streaming, je trouve que ça nuit quand même à cette qualité, ça nuit quand même aux médias en soi, en fait. Et il y a certains films aussi qui s'y prêtent plus. Enfin, on pense forcément aux gros blockbusters, mais les Avatar 2, les Missions Impossibles quand ils sortent, mais faut aller au ciné, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin... Et puis même des films moins claquants, en fait. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose au cinéma qui se passera pas chez soi sur son salon. Je trouve que c'est vraiment un avis, c'est très personnel, mais voilà, au cinéma se passe quelque chose que on pourra difficilement reproduire chez soi. Et du coup, la chronologie des médias, c'est vrai que bon, ça fait beaucoup parler, comme quoi Canal avait le monopole de pouvoir faire sortir des films un peu avant tout le monde. Oui, c'est vrai. Le souci que ça pose après, c'est Canal, c'est un peu l'hégémonie du cinéma en France parce que c'est eux qui est de première source de financement des films en France, c'est ça. J'ai pas trop d'avis sur la question. Moi, je trouve qu'en France, déjà, à partir du moment où on a une durée de film en salle, après, on a le VOD, et après, on a le streaming et c'est accessible de partout, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça permet le temps de digérer un peu les films aussi, je trouve. Là où on pourrait, par contre, pas passer un petit coup de gueule, mais on nous a reproché dans notre entourage, par rapport à nos podcasts, de faire des films qui étaient introuvables. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, avec ces histoires de streaming et tout, il y a des plateformes, il y en existe bien 1 milliard maintenant. Et je pense à Boys Afraid, on m'a dit, bah ouais, j'ai bien envie d'écouter votre podcast, mais j'ai bien regardé le film avant, et ben, je l'ai pas trouvé. Et on fait quoi quand c'est comme ça, en fait? Et on m'a dit pareil avec Moon. Mais oui, c'est sûr, c'est un peu injuste. Et puis le problème, en fait, c'est qu'on du coup, on se rend un peu, dépendant de ces plateformes. Après, il y a la team qui a il y a la team qui a Netflix, il y a la team qui a Prime Video, il y a Canal, il y a Disney+, il y en a un peu de partout. Et puis plus les histoires de rachat, HBO qui maintenant est sur Amazon, avant c'était sur Canal. Puis les séries qui ont commencé sur une plateforme et qui finissent sur une autre. Ouais, aussi. The Expanse, par exemple. 2 saisons sur Netflix et puis tout le reste sur Prime Video. Il y a Fargo qui avait commencé sur Netflix mais donc qui est chez Prime Video aussi. Enfin,
C'est le bordel. À s'y retrouver, c'est vraiment le bordel. Que dire de ça? J'aime bien au cinéma qu'on ait le temps de digérer le film. Qu'il y ait une sortie en salle, il y a sa vie en salle, et après qu'on ait sa vie au streaming. Je trouve ça plus intéressant. Ça Après, laisse le temps souffler au film. je sais pas si la question nous est partie aussi, mais on peut aussi parler du média physique. Enfin, du Blu-ray 4K qui, de toute façon, on sait que l'avenir. Bah, l'avenir est dans le Non, mais dématérialisé. c'est Voilà. sûr que l'avenir est pas bon pour tout ça, c'est clair. Il y aura toujours des aficionados, parce qu'on pourra toujours collectionner l'objet. Je comprends tout le temps. Je sais même pas s'il y aura toujours, à vrai dire. Je sais pas. Il y aura peut-être qu'une jaquette dans un truc. Mais Elle sera vide. tu sais que dans les collectionneurs, ça arrive, parce que Bah oui. certaines séries, je pense aux séries Marvel, notamment les séries Disney+, qui ne sont pas sorties pour l'instant en Blu-ray. Alors, il y a WandaVision est en train de sortir, mais il y a beaucoup de collectionneurs qui s'étaient fait des espèces de fausses jaquettes pour dire les avoir dans la bibliothèque. C'est quand même fou, quoi. Ah bah oui, non, mais ça... Donc non, l'avenir, il va pas être au matériel, ça c'est sûr. Oui. C'est évident. Et bon, on est arrivé à la fin Ah, on des a questions. fini la boîte. Ça y est. Donc voilà, on a fait le tour des questions. C'était une bonne expérience. On n'avait encore jamais fait ça. Je pense qu'on réitérera ce type d'épisode un petit peu hors série pour parler ça nous fait un petit prétexte aussi pour parler d'actualité et de plein de choses. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, très bonne expérience. Des bonnes questions, tout le monde a été bien Ouais, inspiré. alors en vraiment, plus. c'était cool. Hein. Ah ouais. Donc merci à vous. On va faire la petite liste des remerciements. Donc on remercie Max, Mathieu, Julien, Tony, Polo, Nico, Guillaume et Céline d'avoir participé à toutes ces questions et à la mise en place de cet épisode émission. hors série. Et on vous retrouve en début d'année 2024. On a toute une liste de plein de choses. On vous prévoit plein de trucs. On a énormément d'idées. Et on espère que vous serez toujours là. Et on vous fait des gros bisous et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut. Hop là. Et alors, première question. Alors... Bon, j'ai pas... Pas compris la question déjà, d'entrée. Bah, c'est peut-être pour toi, hein. Alors, une question peut-être pour Jérémy. Si tu le laisses. Peut-on ou doit-on sauver le soldat Maruel? Ah putain, Marvel, bordel de merde. Ah, C'est le V que j'ai pas vu. Ah merde, on n'a pas la surprise. Alors, je recommence. Du coup, c'est toi qui réponds. Ouais, non, c'est moi qui réponds premier, ouais. Attends, c'est Bah, quoi? kiffons. C'est quoi? J'ai pissé. Ça marche. On va le mettre ça, tout à la fin. Je pensais que t'allais faire un truc avec les 7 cordes là. Peut-être de Joyeux Noël en death metal. J'ai pensé ça aussi, mais c'est un peu. Je pense que tout le monde le fait en fait. Plus de niche. C'est... Oui, c'est déjà vu, ouais. Pour cet épisode de fin d'année, on a. T'as dit de fin d'année. La fin, ça m'a tanné. C'est la fin d'année. Du vin, du haché, du vin. Jean-Michel Bruitard. Est-ce que. Je vois le truc du joueur du grenier. Là. Oh putain. C'est long. C'est tout. On est de retour. Attends, je pourrais le mettre pendant le bruit du vent là. Laquelle? On dit beaucoup des conneries.